parle de faire cet épisode enfin. Oui! J'ai envie de commencer à chanter directement. Attention, la SACEM va arriver et va nous striker encore. S'il vous plaît, promis, je vais mettre que des tout petits extraits. Et si jamais vous écoutez cet épisode et qu'il y a aucune musique, bah, vous saurez pourquoi. C'est ça, on aura dû repasser par là. Bienvenue à tous et toutes sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou encore un chocolat chaud et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma. Et ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur, cinéma commercial, comédie musicale de Broadway, off-Broadway, petit show, de rue. Bref, on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et on parle particulièrement de ce qui nous plaît aujourd'hui, même si on restera objective. Ou en tout cas, on vous donnera des informations objectives. Par contre, les raisons et la manière dont on en parle, on n'est jamais objectif, c'est Popcorn Thérapie, vous savez. Exactement. Et cet épisode est notre premier sous la bannière du label Et la Bête. Donc si vous ne le savez pas, parce que vous avez raté, vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux, voilà, on a rejoint cette association récemment et on est très 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 contente de l'avoir fait. Bon, c'est une association avec plein de contenus différents, des sites internet comme le Secret Disney ou Musicland, mais également des excellents podcasts sur le divertissement, pardon, au sens large du terme, comme Rien que d'y penser, Faut l'animer, Disney Music Box. Et c'est vraiment une super ambiance et c'est super chouette à eux de nous avoir accueillis. Ouais, je pense que ça va pas changer énormément de choses pour vous qui êtes habitués à nous écouter, qui nous écoutez déjà. Par contre, effectivement, peut-être que vous nous découvrez, parce que vous nous avez vu passer, sous la bannière, Et la Bête. Et ben, si c'est le cas, bienvenue. Vous arrivez au bon moment. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que, bon, pour ceux qui le savent, Maxime de justement la Disney Music Box et Musicland entre autres, et l'apéro hein, sur Twitch, on va pas dire n'aime pas Lin-Manuel Miranda, mais je dirais, tu me diras Maxime si je me trompe, mais qu'il le trouve peut-être un peu surcoté. Ah! De ce que j'ai compris, il trouve qu'il fait beaucoup la même chose. Mais donc c'est très drôle d'arriver, d'arriver dans l'assaut et de commencer direct, par ce sujet-là. Promis, c'était pas fait exprès, on n'essaye pas de se les mettre à dos dès le début, mais on espère peut-être le convaincre, qu'au final, Lin-Manuel Miranda est plus que ce qu'il, ne pense qu'il est. Je sais pas si ma phrase était française, mais Si, je pense, ça marche. merci, merci. En tout cas, voilà, on accompagne cette nouveauté de bonnes résolutions pour 2024 puisque Popté devient mensuel. Applaudissements s'il vous plaît. Donc on va réussir et donc on vous donne rendez-vous tous les derniers mardis du mois cette année. Alors l'année dernière, on a été quand même bien occupés, hein, on passe par les zappings. On a plutôt pas mal réussi, sauf vers la fin de l'année, on sait tous, pourquoi, enfin ou pas, mais vous aurez si vous nous avez écoutés, vous savez pourquoi. Là, cette année, on va plutôt se concentrer sur des reviews, analyses un peu plus poussées de nos coups de cœur et des épisodes dossiers comme celui du jour. Et donc, pour ce premier, c'est pas un premier dossier parce qu'on en a fait plein des dossiers déjà, mais pour ce premier de nouvelles résolutions, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un épisode spécial sur Lin-Manuel Miranda. Comme si on n'en parlait pas assez, qu'on essayait pas de le caser dans tous nos épisodes de ce podcast et d'autres podcasts, n'est-ce C'est pas? clair. Alors, pourquoi on en parle autant et pourquoi on se dit que même si on le mentionne à toutes les sauces, il mérite qu'on lui dédie tout un épisode? Bah, c'est parce que c'est un homme à plein de casquettes qui fait plein de choses. Il est compositeur, parolier, acteur, réalisateur, et il a, reçu, plein de prix pour ses œuvres, particulièrement pour 2 de ses œuvres, on va y revenir. Mais donc il a eu 2 Pulitzer, pour 2 comédies musicales, 2 Grammy, 2 Emmy, 2 Olivier, 2 Tony Awards. Voilà, donc c'est le créateur, et la star originale des pièces Hamilton et In the Heights, qui ont raflé donc tous les prix que j'ai mentionnés juste avant. Il a aussi reçu d'autres prix, aux États-Unis comme la Fondation MacArthur en 2015, les Kennedy Center Honors en 2018. C'est le chouchou des Obama. Il s'est déjà produit à la Maison Blanche et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus cool que de faire un freestyle avec Barack Obama? Je vous le demande. Si vous demandez de quoi je parle, allez chercher, Lin-Manuel Miranda freestyle Obama et vous verrez. C'est
plutôt cool. Donc voilà, je pense que ça pose un peu, ça fait un peu argument d'autorité parce qu'il a reçu tout ça, il est cool, mais en vrai, je trouve que c'est pour le coup mérité. Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est pas parce qu'il a ses prix qu'il est cool. Il a fait plein de choses, effectivement, qui ont marché. Il a fait des choses qui n'ont pas marché, on en parlera, aussi. Pour les fidèles de Popté, vous nous avez déjà, du coup, entendu parler de lui dans 2 épisodes principalement, que ce soit celui sur Hamilton et celui sur, In the Heights, donc d'où l'on vient en VF, où on avait On un a peu fait même débriefé. 2 épisodes sur Hamilton. Le C'est vrai premier ça! voilà et puis un quand on avait vu, toutes les 2 de notre côté, à Londres, on avait refait un Ouais, épisode. c'était l'épisode «On a vu Hamilton en vrai». Donc voilà, si jamais vous voulez vraiment des choses plus détaillées sur ces 2 contenus, n'hésitez pas à réécouter, ces épisodes-là. Aujourd'hui, on veut vous faire saisir l'étendue du talent de Lin-Manuel Miranda et explorer pourquoi on l'aime tant, puisque justement on va partir sur un plan, un peu plus original que, voilà, un ordre chronologique. On va parler, de nous dans cet épisode, Notre découverte petit à petit de tout ce qu'il fait. c'est ça. Alors, comme il était beaucoup trop ambitieux de tout couvrir en un épisode, on va traiter ce thème en collaboration avec le podcast Il était un plus. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est le podcast consacré à la plateforme Disney+, dont on fait partie aussi avec Marjo. Et voilà, on va enregistrer avec ce podcast-là un épisode hors série spécial sur les nombreuses collaborations de Lynn avec Disney. Donc aujourd'hui, on passera, cet aspect, vous en entendrez, pas parler. On mentionnera ce qu'il y a dedans, pour que vous donner envie de d'aller écouter, mais là, on va se concentrer sur le reste, notamment sur les comédies musicales, mais pas que. Puis bon, il y a des comédies musicales côté Disney aussi, donc voilà. Mais donc pour commencer, comme on l'a dit, on va aborder les choses de manière assez personnelle et un peu sur notre découverte petit à petit de l'homme et son œuvre. Pour démarrer, comment est-ce qu'on a commencé et quand est-ce qu'on a commencé à entendre parler de ce fameux, Lin-Manuel Miranda? Et qu'est-ce qui nous a poussé à nous y intéresser? Alors je sais pas laquelle de nous 2 a entendu parler de lui en C'est première. toi, c'est toi. Ouais, bah, Ouais, moi, en ouais, fait, bon, si. c'est via, moi, c'est clairement via des amies américaines du podcast, Speak Beastie dont je fais partie. Je pense que c'est d'abord aux États-Unis, qu'il est devenu, incontournable et du coup, bah, j'entendais, ces filles, parler d'Hamilton et ces gars parler d'Hamilton tout le temps, de faire plein de références et d'être complètement, obsédés par ça et complètement pris dans ce truc et pendant ouais, pendant quelques années, 2 ans, j'en entendais tout le temps parler et pour moi, bah, je m'étais vite fait renseigner, mais je me suis dit: «Bon, une comédie musicale, sur l'histoire de la révolution américaine en hip-hop, en rap». J'étais genre: «Bon, ça a l'air très américain et assez loin». Et puis, bah, finalement, bah, la curiosité l'a emporté. Alors j'en parlais dans l'épisode Hamilton à l'époque. Pour la petite histoire, c'est le jour où est venu, le bateau, la réplique de l'Hermione à Marseille, que j'ai repensé à Hamilton, et au fait, je savais qu'il y avait Lafayette dans la comédie musicale et qu'il y avait, un morceau qui s'appelait Guns and Chips, parce que du coup, j'avais entendu parler de ces choses-là et donc c'est d'avoir écouté Guns and Chips en allant voir le bateau l'Hermione, le bateau de Lafayette à Marseille que voilà, ça a été mon début, Bah, les elle est premiers super pieds. cette chanson, donc Watch me engaging them, escaping them, and rating them out. I go to France for more fun. I come back with more guns and ships, and so their balance shifts. Ouais, donc c'est vrai que pour une première découverte, c'est pas mal et donc après j'en ai écouté quelques autres et puis j'ai surtout trouvé une captation pirate, de la comédie musicale en ligne puisque c'était bien avant qu'elle arrive sur Disney+ et donc ça m'a permis de vraiment apprécier de A à Z l'histoire, les chansons en voyant le show et du coup, bah, j'étais là, c'est bon, j'étais fichue puis se plonger dans les textes, la manière dont c'était construit, et puis évidemment aussi toutes les références historiques, parce que c'était mine de rien une époque historique que j'appréciais, enfin qui m'intéressait, avec d'autres choses qui m'avaient poussé à m'y intéresser, comme la série Turn, comme le jeu Assassin's Creed 3. Enfin voilà, j'étais mmh. déjà un peu familière de cette histoire, mais là, c'est bon, j'étais plongée dedans et je t'ai emmenée petit à petit dans
dans la folie. C'est exactement ça. En fait, moi, j'avais pas entendu parler de Lin-Manuel Miranda lui-même, mais j'avais entendu parler d'Hamilton dans des séries télé, parce que je regarde beaucoup de séries télé. Et effectivement, il y avait dans plein de séries, ils en parlaient en mode blague. Ah, c'est aussi dur que d'avoir des places pour Hamilton, ou ah, si tu me fais ça, je te trouve des places pour Hamilton. Et j'étais là, c'est quoi ce truc? Mais bon, j'avais mis ça de côté dans ma tête, et puis voilà. Et ensuite, effectivement, tu m'as parlé de Hamilton lors de notre voyage road trip en Écosse, où tu mettais les musiques dans la voiture quand tu conduisais. Et alors bon, clairement, à ce moment-là, avec toi et Louli qui les chantaient par cœur, j'entendais pas vraiment la musique. J'avais juste compris que c'était un truc assez énorme. Et en fait, pour la petite anecdote, ce qui est... vous avez parlé à un moment, je sais pas si c'est vraiment existe, mais vous avez pas parlé d'un truc de marionnette qui chantait Hamilton que vous avez pu regarder sur YouTube? Peut-être, il y a des gens moi je Et pense que c'est Louli qui connaissait ça, moi je connaissais c'est pas. ça. Et en fait, du coup, dans ma tête, j'étais persuadée que c'était en fait, j'ai dû écouter d'une oreille seulement parce que j'étais à l'arrière en train de dormir à moitié. J'étais persuadée qu'Hamilton, c'était un show de marionnettes, tu vois? Pour te dire, voilà, mais en tout cas, la musique m'avait bien plu. J'avais trouvé que le rythme était sympa, ça avait l'air assez stylé. Après, quand j'ai un peu plus compris ce que c'était, bah, comme toi, le concept hyper américain, j'avais peur de pas trop accrocher. Et quand c'est arrivé sur Disney+, je me suis dit: «Bon, je ne peux pas, c'est tellement culte, je suis fan de comédie musicale, je ne peux pas ne pas le regarder». Et là, bah, ça a été un coup de cœur, quoi. Voilà. Non, ouais, c'est sûr que l'arrivée, sur Disney+, ça a permis à beaucoup plus de gens de le découvrir, donc ça a été quand même même si je pense que ça reste quand même relativement confidentiel en France, enfin, je veux dire, si on n'est pas fan de comédie musicale, C'est ça. bon, je pense qu'on n'en a pas forcément entendu parler et je pense que Lin-Manuel Miranda, on a pu en entendre parler via d'autres biais. Je sais que là, dernièrement, bon, mes parents en entendent beaucoup parler via moi, mais du coup, ma mère me dit: «Oh regarde, il y a un article sur Lin-Manuel Miranda dans Télérama», genre il y a le mois dernier, quoi. Enfin, c'était, je pense que c'était lié à la sortie de Percy Jackson, on va revenir dessus alors que tout petit rôle, dedans. Mais bon, du coup, c'était un peu un article qui revenait sur, bah, pourquoi Lin-Manuel Miranda est partout, et cetera. Donc je pense que ça commence tout doucement, Mmh. à être un petit peu plus, connu en France, enfin, il commence à être un peu plus connu en France avec toutes les choses qu'il fait qui sont, bah, dans la pop culture maintenant. Mais bon, je pense que Hamilton, pour le coup, pour des Américains, c'est genre difficile à imaginer à quel point, beaucoup de gens à l'étranger le connaissent pas du tout parce que c'est Ouais, c'est tellement, clair. tellement, énorme. Donc du coup, justement, on va revenir un peu sur ce phénomène, Hamilton. Tin, tadadadin, tin. Je fais les bruitages au cas où je puisse pas mettre la musique. C'est hyper intéressant de se plonger, en fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Lin-Manuel Miranda, c'est que c'est aussi intéressant, enfin, c'est aussi passionnant d'apprécier ses œuvres que de se plonger dans comment elles ont été faites et un peu ses histoires derrière. Donc, Hamilton, An American Musical, puisque c'était son premier titre, cette pièce, elle ouvre en Off-Broadway en février 2015 au Public Theatre. Et en fait, bah, dès que ça ouvre, en off-Broadway, ça devient tout de suite un phénomène et ça déménage assez rapidement à Broadway, quelques mois plus tard en août au Richard Rodgers Theatre et c'est toujours au Richard Rodgers Theatre, aujourd'hui. Il y a le Cast Album qui arrive en septembre, donc tout s'enchaîne, hein, février, août, septembre 2015, c'est bon, tout le monde est fin 2015, tout le monde est converti et ça explose encore plus en 2016 avec les Tony Awards. Donc puisque Hamilton reçoit 16 nominations, ce qui est un record, et 11 prix aux Tony Awards. Comme tu disais, il y a toute cette folie autour des places pour réussir à aller voir Hamilton. Je pense que c'est un peu l'équivalent d'aujourd'hui d'avoir des places pour aller voir Taylor Swift, quoi. C'est un peu... Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Ouais, c'est ça, ouais. c'est un peu l'équivalent. Et donc, c'est en mars 2016 que la troupe est invitée à la Maison Blanche, j'en parlais tout à l'heure, par Obama. Et ils y interprètent plusieurs chansons, donc dans une émotion plus particulière, parce que c'est la fin du mandat d'Obama et que c'est vrai qu'on a tendance souvent à dire que Hamilton, c'est un peu Lin-Manuel Miranda, mais Hamilton en particulier, c'est un peu un symbole des années Obama dans ce que ça représente, dans les messages qu'il y a derrière, etc. Donc, avoir une chanson comme One Last Time, qui est la dernière chanson avant que Washington
cède sa place au prochain président et d'avoir Obama en face qui s'apprête à passer la main aussi, c'est une émotion particulière. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a même pas redit de quoi ça parle, Hamilton. On a parlé que ça parle vaguement de la Révolution américaine, mais en fait, c'est l'histoire. Enfin, ça raconte le parcours de Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs des États-Unis et une figure de la Révolution américaine. Comment Lin-Manuel Miranda en est arrivé à faire un musical sur lui. Donc, il faut savoir qu'en 2016, c'était pas la première fois que Alexander Hamilton, la chanson, était interprétée devant les Obama, puisqu'en fait, 7 ans plus tôt, le 12 mai 2009, Lin-Manuel Miranda est invité à la White House Poetry Jam et il interprète ce titre, donc le titre d'ouverture de la comédie musicale, en annonçant qu'il travaille sur ce qui est encore à l'époque un concept album de rap sur Alexander Hamilton, donc qui est, comme je disais, un des pères fondateurs les moins connus finalement, hein, même pour les Américains, euh, avant la comédie musicale, qui était le premier secrétaire du Trésor, donc l'équivalent du ministre des Finances. Et en fait, quand il dit qu'il est en train de faire un album de rap sur Alexander Hamilton, en gros, c'est fou rire dans la salle, quoi. Et il pense que c'est une blague. I'm actually working on a hip hop album. It's a concept album about the life of someone I think embodies hip hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. You laugh, but it's true. He was born a penniless orphan in St. Croix of illegitimate birth, became George Washington's right-hand man, became Treasury Secretary, caught beef with every other founding father, and all on the strength of his writing. I think he embodies the word's ability to make a difference. Et c'est le cas aussi de ses amis quand il annonce en 2008 qu'il veut bosser là-dessus, c'est son prochain projet. Tout le monde dit ouais, ok, super idée. Et, et il dit même à Chris Jackson en coulisses quand ils sont encore en train de jouer In the Heights qu'il va le faire interpréter George Washington. Il dit ok, sûrement, bien sûr. Et pourtant, voilà, il a fallu quand même 7 longues années de développement entre le moment où Lynn lit la fameuse biographie d'Hamilton écrite par Ron Chernow au bord de la piscine. On a une photo de lui qui tourne, on le voit en train de lire ce gros bouquin d'histoire au bord de la piscine et avoir cette révélation, mais oh là là, mais ce personnage, il est incroyable, il faut que j'écrive il faut que j'écrive à l'époque un album de rap sur lui. Et donc, sur ces 7 années, il y a plein d'étapes, et notamment Thomas Cale, qui est son grand ami et collaborateur, qui le convainc que c'est pas un concept album, qu'il doit en faire un musical. Donc, Tommy Cale finit par être à la mise en scène. Il ramène Alex Lacamoire, avec lequel il avait travaillé aussi avant dans le projet. Il ramène tous ses potes, en fait, dans le projet. Donc, aussi Alex Blankenbuehler à la chorégraphie. Et donc, il faut savoir qu'au tout début, petite anecdote, Lynn, il pensait interpréter Aaron Burr, qui est le narrateur de l'histoire et aussi l'ami et celui qui est devenu le rival après d'Hamilton. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait à la Maison-Blanche, ou la première interprétation d'Hamilton, puisque c'est lui qui chante Alexander Hamilton, qui est en fait une chanson qui est normalement chantée par Aaron Burr. Et en fait, ça paraît un peu bizarre maintenant parce que le personnage d'Hamilton, il est tellement proche du caractère de Lin-Manuel Miranda, qui est très, très, très enthousiaste, il bosse tout le temps, il écrit tout le temps, il fait tout le temps des choses, il est un peu suractif, que moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'imaginer en Aaron Burr, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, c'est ça la genèse. Le concept, c'est vraiment, comme ils disent, de raconter l'Amérique d'alors par l'Amérique d'aujourd'hui, avec des acteurs noirs américains dans les rôles des pères fondateurs. Donc Chris Jackson, j'en parlais, en George Washington, David Dix en Thomas Jefferson et Lafayette, Hawk Onao Dowan en James Madison, Leslie Odom Jr. en Aaron Burr. Donc tout ça, c'est des acteurs métis ou noirs américains. Et donc, c'est complété par un cast qui est aussi métissé, hispanique, asiatique, avec Philippe Assou, Anthony Ramos, Renée Elise Goldsberry, Jasmine Cephas-Jones. C'est vraiment une révolution, en fait, Hamilton, sans jeu de mots, à Broadway, qui est encore très blanc à l'époque. Et c'est, comme je disais, c'est pour ça. C'est
pour cette représentation d'un certain idéal de l'Amérique, même si ça cache pas les côtés un peu plus problématiques comme l'esclavage, comme etc. C'est quand même un produit des espoirs, des idéaux des années, de ces années-là et des années Obama, quoi. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur vraiment le contenu d'Hamilton, on vous renvoie à notre épisode sur le sujet, mais je voulais revenir vraiment sur ce côté fort détonnait énormément à l'époque, qui détonne toujours aujourd'hui, même si ça a été quand même un pas qui a fait que Broadway est beaucoup plus mélangé aujourd'hui. Mais ça reste quand même un cas très particulier, quoi, Hamilton. Mmh. Mais du coup, ça a été un succès tellement énorme que ça a propulsé, tout le cast que j'ai cité et en particulier Lin-Manuel Miranda sous le statut de superstar. Non seulement Hamilton en lui-même porte des messages, mais c'est surtout tout ce que ça a amené et toute l'exposition que ça a amené, ça a permis à Lin-Manuel Miranda d'assouvir une de ses passions, on va dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais il est très engagé dans plein de causes, sociales, humanitaires et cetera et en fait, Hamilton, ça a été un moyen de participer à plein de causes. C'est toi qui me l'avais mis dans les notes, Charline, mais effectivement, il a utilisé des recettes d'Hamilton pour soutenir le Graham Windham, une agence d'adoption à but non lucratif qui est fondée par Elizabeth Schuyler Hamilton, donc la femme d'Alexander Hamilton. Donc il participe effectivement à pas mal d'actions pour collecter des fonds pour les enfants placés en famille d'accueil, qui est un peu un des messages autour du fait qu'Hamilton était orphelin. Enfin, donc Mmh. c'est quand même assez fort. Toujours sur le thème un peu de l'enfance, il y a le programme Eduham qui va permettre, tu parlais du prix des billets, ça a été quand même un truc où ils ont eu du mal à se dire, bon, c'est quand même c'est pas du tout accessible d'aller voir Hamilton. Du coup, il y a eu ce programme-là qui a permis à des milliers d'enfants de quartiers défavorisés d'assister au show avec donc des séances pour eux, et avec les professeurs de monter des programmes artistiques pour encourager les jeunes à porter leur voix sur scène. Donc non seulement ils allaient voir Hamilton, mais en plus ils pouvaient aller se produire, sur scène aussi. Il y a eu ensuite des engagements auprès de Puerto Rico, surtout après le terrible ouragan en 2017, l'ouragan Maria, qui a dévasté l'île. Et donc, Lin-Manuel Miranda, on y revient, mais sa famille est originaire de Puerto Rico. Et donc, il va mener des récoltes de fonds très, très importants. Il va envoyer plus de 70 millions de dollars d'aide à l'île. Il va même reprendre son rôle d'Hamilton pour un run de 17 dates à Puerto Rico, dont toutes les recettes vont dans un fonds d'aide pour des organisations artistiques pour l'île, pour se relever après la tempête. Et ça continue au fil des années avec pendant le Covid-19. Il va être un peu une tête de proue pour lever des fonds, pour des soutiens pour les acteurs qui se retrouvent sur la touche. Il soutient beaucoup des comités, tout ça de soutien. Enfin, ce n'est qu'une partie émergée de tout ce qu'il fait au niveau humanitaire. Ouais, parce que quand j'ai fait les recherches et tout, donc voilà, j'avais vu ça et peu de temps après, je suis retombée sur un autre article, où j'ai vu qu'il avait aussi créé, Am for Choice, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis qui avait éliminé le droit à l'avortement et donc Am for Choice, en fait, ça permettait de collecter des fonds pour les organisations qui ont accès à l'avortement et à d'autres services de santé, reproductive à travers le pays donc même encore, récemment, il continue, non, c'est difficile de pas apprécier je pense qu'on peut ne pas apprécier son travail, mais c'est difficile de pas apprécier la personne, qu'il est et pour l'anecdote, on en discutait avec Marjo il y a pas longtemps parce qu'on parlait de la terrible déception qu'a été, d'apprendre, J.K. Rowling, la personne, qu'elle est réellement et on se disait, s'il y avait une autre personne où on descendrait de 10 étages, c'est vraiment Lin-Manuel Miranda et on croise les doigts pour que tout ça, ce soit pas juste dans le paraître et que ce soit vraiment la personne qu'il est et qu'on n'apprenne pas des choses terribles sur lui prochainement. Ouais, c'est toujours le risque de faire, d'avoir un côté un petit peu hagiographique ou en tout cas très admiratif sur une Mm. personnalité où bah on sait jamais. Mais bon, c'est vrai que bon là tout ce qu'on dit c'est des faits, c'est des choses qu'il a vraiment fait et dans lesquelles il s'est investi. Après, bah forcément, on a l'impression de connaître la personne par rapport à ce qu'il fait. Voilà, petite, on croise les doigts, mais c'est vrai que ce serait vraiment très très difficile à imaginer.
de le faire tomber de son piédestal. D'autant que les fois où il a été, critiqué et ça on en a parlé dans In the Heights notamment, dans l'épisode sur In the Heights, je trouve qu'il a toujours accepté aussi les critiques et ses défauts et les biais qu'il peut avoir par rapport à la représentation, par rapport, à son traitement de certains sujets. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui, si jamais il est critiqué, il répondra et enfin voilà, Mmh. il fera face aux choses auxquelles il devra faire face. Mais bon, c'est tout un autre sujet. Oui. Pour finir sur Hamilton, en fait, ça s'est pas arrêté au show. Il y a eu notamment les Hamil Drops, dont on va parler plus tard, beaucoup plus tard dans l'épisode. Je vous tease ici, mais en gros, ça a été pendant toute l'année 2018. Tous les mois, il y a eu, un morceau, une chanson ou quelque chose, une vidéo qui est sortie dérivée d'Hamilton, en fait. Donc c'est souvent des chansons qui sont inspirées d'Hamilton avec des collaborations avec d'autres artistes. Ou alors, je parlais de One Last Time, bah, ils en ont fait un Hamid Drop avec Chris Jackson et Obama qui récite le discours de départ de Washington derrière. Voilà, ce genre de choses. Mais on sort du coup totalement dans les Hamid Drop du style Hamilton, avec des styles très différents en fonction des collaborations. Et on a la Hamilton Mixtape, ce fameux concept album qu'il voulait faire au départ. Finalement, il a pris forme avec cette mixtape qui est donc éditée en 2016. Et en fait, c'est des reprises et réinterprétations de 23 chansons d'Hamilton avec, là, pour le coup, une collection d'artistes de renom. Et c'est très cool, il y a des morceaux qui rendent très bien. C'est une autre manière des fois de redécouvrir certains morceaux. Donc si vous êtes fan d'Hamilton et que vous n'avez jamais écouté la Hamilton Mixtape, allez-y. Exactement. Donc voilà, vous l'avez compris, Hamilton nous a définitivement rendu Miranda maniaque Pas mal. ou Mirandette, hein, puisque c'était aussi le nom Les Mirandettes, ouais, grave. des Mirandettes qu'on avait lancé il y a quelque temps. Ça nous a poussé à en apprendre un peu plus sur qui il était, qui est l'homme derrière la légende. Et donc, tu nous as fait des petites Oui, j'ai fait recherches. quelques petites recherches. Bon, c'était pas très compliqué, hein, de faire des recherches sur qui il est, hein, ça va. Donc Lin-Manuel Miranda est né le 16 janvier 1980. Il a que 10 ans de plus que nous au final, hein. Ouais, parce qu'on est vieilles. Ouais, on est ouais, c'est vrai. Non, mais il J'ai a tra percé jeune aussi. Oui, 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 on va dire Mmh. ça. Il est né à Washington Heights, qui est un quartier populaire de Manhattan à New York, dans le nord de New York, où 70% de la population est d'origine hispanique et latino. Et Lin-Manuel, comme on l'a dit, est d'ailleurs d'ascendance portoricaine, mais également mexicaine, origine dont il est très fier et qu'il a mis en lumière dans nombre de ses œuvres, hein, on va le voir également par la suite. Alors le nom Lin-Manuel, il a été inspiré par un poème qui parle de la guerre du Vietnam, intitulé Nanaroya para mi hijo, Lin-Manuel. Alors ça a été écrit par le portoricain José Manuel Torres Santiago, et ce poème dit: Mais tu es né et je t'ai habillé avec mes symboles chaque jour avec la Révolution. Tu es un enfant rouge, Lin-Manuel, et même si je ne sais pas ce que tu deviendras, j'ai confiance que tu crieras avec moi de la juste guerre contre les meurtriers yankees. Déjà, Waouh. je trouve ce qui est génial, c'est que c'est très beau. Et en fait, ça reflète tellement bien la personne qui il est, avec ce côté révolution et justice. Mais de toute façon, quand on apprend sur ses parents, moi, je les trouve fascinants, ses parents, notamment Oui, son père, ouais, ouais. il est incroyable. Mais les 2, hein, mais son père, il est je sais qu'il y a eu un documentaire que lui, il a fait sur son père, que j'ai Ah bon? jamais vu, j'ai jamais réussi à le voir, mais j'aimerais trop le voir. Ah, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, je sais pas si c'est lui qui est derrière, mais en tout cas, il y a eu je pense qu'il l'a Il y a eu un produit au documentaire moins. dessus. Ouais. Ok. Mmh. Alors dans ce poème, il appelle Lin-Manuel Red Child, donc c'est-à-dire enfant à la peau rouge. Alors ça peut soit faire référence au sens littéral du terme à ses origines, hein, puisque portoricains ont la peau plutôt mate, soit dans le sens le plus courant, en fait, j'ai lu que le terme enfant rouge pouvait désigner des dieux et des déesses qui sont souvent considérés comme les protecteurs des jeunes enfants et de leur famille. Et là encore, je trouvais que ça lui correspondait très bien. Ouais, c'est vrai. Passionné de musique, Lin-Manuel a commencé à écrire des comédies musicales dès l'école et c'est en 1999, alors qu'il est à l'université, qu'il va écrire la première ébauche de In the Heights, dont on parlera juste après.
Assez discret sur sa vie privée, il se marie à l'une de ses amies d'enfance en 2010 et a par la suite 2 fils. Lui et sa famille sont de très grands activistes et ils ont notamment créé The Miranda Family Fellowships Programme, qui est un programme de bourse qui a été conçu pour aider les artistes issus des communautés sous-représentées à accéder à une formation et un soutien à long terme qui va leur permettre de faire progresser leur carrière, alors dans le domaine du théâtre, de la télévision ou du cinéma. Et cet objectif, en fait, c'est toujours pour accroître la représentation des personnes de couleur dans les arts. Et on verra qu'il l'applique beaucoup dans son travail, hein. C'est pas juste des mots. Il a par la suite lancé RISE, Representation, Inclusion and Support for Employment Theatre, qui est un répertoire de professionnels du théâtre à la recherche d'emploi. Donc c'est également financé par le Miranda Family Fund. Et ce répertoire est gratuit pour ceux qui cherchent à travailler et à embaucher. Et il vise à faciliter la recherche de candidats diversifiés par ceux qui recrutent pour des emplois hors scène cette fois-ci. Donc comme il le dit lui-même, RISE a pour but de s'assurer que la belle mosaïque de personnes que vous voyez si vous assistez à une production d'Hamilton ou par exemple de MG The Musical, se reflète également dans les coulisses, qu'il n'y a pas que les personnes devant les projecteurs. J'ai surtout découvert tous ces backstage, entre guillemets, en Mm. écoutant le podcast Hamilcast. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans ma découverte et la naissance de ma passion pour Hamilton et Lin-Manuel Miranda, mais il y a le excellent podcast Hamilcast qui continue toujours toutes les semaines à avoir des épisodes où ils invitent toutes les personnes, des personnes qui bossent sur Hamilton et on découvre beaucoup, beaucoup de choses sur le monde de Broadway, enfin, des spectacles et tous les engagements. Cette thématique-là a été beaucoup, beaucoup discutée ces dernières années. Ouais, franchement, c'est chouette hein, qu'il y ait tout ça. Et effectivement, c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler. Ils s'en vantent pas spécialement non plus, mais c'est cool d'avoir fait ça. Donc vous l'avez compris, il est très impliqué dans la communauté portoricaine. Et alors ça, j'ai trouvé ça génial quand je sais pas si tu le savais toi, hein, mais il a également ouvert un café à Vega Alta qui est dédié à son grand-père, où vous pouvez du coup manger des plats authentiques, danser le week-end, il y a une petite piste de danse et tout. Et c'est également un lieu culturel avec une petite galerie pour en savoir plus sur la carrière de Lin-Manuel, admirer quelques souvenirs, notamment un de ses Tony Awards et le disque de platine qui a été décerné à Hamilton. Et donc voilà, je vous donne le nom si jamais vous allez à Puerto Rico. Il s'agit de, alors je suis très très mal le prononcer, la Placita des Guisinines. Mais moi j'ai trop envie d'y aller maintenant. Mais oui. De toute façon, ça a l'air vraiment très chouette, Puerto Rico, quand même. Ouais, Puerto Rico, ça a l'air sympa. Ça a l'air Mm. vraiment très sympa. Je pense qu'un jour j'irai. Enfin voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est qu'un échantillon de tous les projets humanitaires de Lin-Manuel Miranda. Marjorie en a déjà parlé en parlant d'Hamilton. Il a fait plein de choses, c'est vraiment une personne, il suffit de taper sur Google, Lin-Manuel Miranda philanthropie et là vous allez voir, des pages et des pages et des pages, voilà, c'est assez incroyable. Mais on va pouvoir passer maintenant, à ses projets. Bah oui, parce que, alors, on l'a mentionné par-ci par-là, mais Hamilton n'était pas sa première comédie musicale et même si c'est celle qui l'a rendue superstar, celle qui l'a réussi à, celle qui lui a permis de percer, bah, c'est celle qu'il a commencé à écrire quand il avait 19 ans. Et c'est vrai que c'est quand même celle aussi qui permet de comprendre d'où il vient. Tic, tic, tic. Oui, parce que Petite du coup, référence. au film, puisque effectivement, hein, il a fait la comédie musicale In the Heights, qui a ensuite été adaptée au cinéma, et donc au cinéma, on lui a donné un titre français, hein, d'où l'on vient. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu de ce fameux titre euh, lors de 2 épisodes, lors de l'épisode justement sur le film, et puis lors d'un zapping, je crois, on en Ouais, avait on était revenu reparlé. dessus, ouais. Ouais, on était revenu dessus. Mais avec le recul, nos avis varient. Oui. Donc voilà, c'est son grand premier projet vraiment solo. Donc il était étudiant à la Wesleyan University lorsqu'il a participé à un programme qui était appelé le Playwrights Attic, qui permettait de développer des nouvelles pièces écrites par les étudiants. Alors il avait déjà quelques œuvres courtes à son actif, mais lui il voulait vraiment maintenant réaliser un projet à grande échelle, hein. Et tout ça, cette envie
est venu de la comédie musicale Rent, qu'il avait vue 2 ans plus tôt. Il a été complètement fan de cette comédie musicale et de Jonathan Larson, et on en reparlera. Et donc, il voulait écrire, comme dans Rent, une histoire sur des jeunes dans le présent et en utilisant de la musique populaire. Alors, pas du rock comme dans Rent, mais plutôt des sonorités de chez lui, de Washington Heights, c'est-à-dire du hip-hop et de la salsa, ce qui était très novateur dans le milieu de la comédie musicale. Alors au départ, le scénario est totalement différent. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais d'abord vous parler du scénario maintenant et ensuite revenir sur brièvement ce que ça aurait dû être. Donc la version finale raconte l'histoire de plusieurs personnages qui vivent dans le quartier de Washington Heights, qui est le centre de la communauté hispanique à New York. Le personnage principal, c'est Uznavi, donc il va être interprété par Lin-Manuel sur scène. Et c'est un petit épicier de quartier qui rêve d'ouvrir sa bottega, son propre club, sa propre boutique en République dominicaine, son pays de naissance. Il est amoureux de Vanessa, une jeune femme qui travaille comme esthéticienne, mais qui souhaite devenir styliste de mode et monter sa propre entreprise. Et on y retrouve également leurs amis Benny, Nina et Nina, ainsi que Abuela, la grand-mère du quartier, qui est présente pour tout le monde. Et alors dans la première version de In the Heights, une petite différence, l'histoire est centrée autour d'un triangle amoureux. Et accrochez-vous bien, ce triangle amoureux, il est entre Nina et Benny, comme dans l'histoire, mais Lincoln, le frère gay de Nina. Alors pourquoi pas, mais j'avoue que maintenant connaissant le film, j'ai vraiment du mal à imaginer ça. Oui, j'avoue. Mais Lincoln, il existe dans la... Non, il n'existe pas. Non, Non. Nina est fille unique. C'est pour ça que son papa met toutes ses Mais oui. économies pour Ouais. elle, etc. C'est Donc, vrai. ouais. Donc voilà. Mais encore une fois, il a mis quand même du temps à l'écrire et à la Oui, réécrire, oui, donc hein. c'est... Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je trouvais l'anecdote rigolote, donc il fallait que j'en parle. Alors après avoir vu la pièce, John Buffalo Miller, Neil Patrick Stewart, Anthony Venaziale et Thomas Cale, dont on parlera. Ah non, dont tu as parlé déjà, je suis bête. Oui, oui. Dont tu as parlé, puisqu'on l'a retrouvé pour Hamilton, se sont approchés de Lin-Manuel pour lui demander si la pièce pouvait être prise en vue d'une production à Broadway. Et en 2002, Lin-Manuel travaille justement avec Thomas Cale et ils ont écrit 5 versions distinctes de In the Heights avant de se décider. Alors, je crois que Tommy Kail, il est impliqué dès le... assez tôt. Enfin, la pièce, elle n'est pas du tout finie quand ils commencent à bosser ensemble. Ah ouais? C'est vraiment... Mais Il effectivement, arrive... 2002, il y a quasiment... Il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il avait enregistré qu'une démo qu'il a fait écouter et en mode... et Tommy Kail, il était genre, ouais, grave. Allez, go. Mais Ouais. ouais, Oui, parce que là, 2002... Et après, c'est en 2005... hyper tôt, 2002, parce Oui, qu'il commence en 99 et il sort tout juste de l'université en 2002, ouais, donc oui. c'est à ce moment-là qu'il peut Oui, commencer à c'est au vraiment début, bosser ouais, dessus, c'est quoi. ça. Et c'est en 2005 qu'il y a une nouvelle version qui est présentée dans le Connecticut, puis ensuite en Off-Broadway en 2007, puis enfin à Broadway en avant-première en 2008. Donc ça a été un tout petit peu plus off et encore. J'ai été un tout petit peu plus lent que Hamilton, mais encore, c'est pas non plus, c'est à quelques mois près, quoi. C'est ça. Bah, surtout, c'est pas le même contexte où là, c'est vraiment Non, des touches, enfin, il a une vingtaine d'années, c'est alors qu'après pour Hamilton, il est plus installé, donc c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Alors la plupart des acteurs principaux de la version Off-Broadway reprennent alors leur rôle et ce fut un carton. La production de Broadway a été nommée dans 13 Tony Awards et on en a remporté 4, dont meilleure comédie musicale et meilleure partition originale. Alors le show a pris fin en 2011 après 29 avant-premières et 1184 représentations régulières. Et la distribution finale comprenait donc Lin-Manuel Miranda dans le rôle de Snavi, comme on l'a dit, mais également Ariel Jacobs, Merci Ariel, Sean Taylor Corbett, Olga Meredith, Andrea Burns. Et si je voulais les citer tous, c'est aussi pour citer Christopher Jackson, dont on a parlé et dont on reparlera, Tony Quiroldez, Priscilla Lopez et John Roy. et si vous voulez, tout savoir sur, la création de In the Heights, il y a un super docu, In the Heights, Road to Broadway, quelque chose comme ça, que vous pouvez trouver. Je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube, enfin, il se trouve. Mais c'est un très chouette, docu. Et il y a également le livre que Lin-Manuel a Bien écrit, In the sûr! Heights Finding Home, qui retrace tout l'historique, comédie musicale et l'adaptation en film ensuite.
C'est vraiment la bible, quoi. Ce livre est incroyable. Ouais, il est trop bien. Il est beau en plus, il est Oui, hyper coloré, avec avec plein de plein choses. d'images, plein de photos, plein d'anecdotes. Mais ils ont fait aussi un livre sur Hamilton qui est incroyable aussi, je sais que tu l'as Ouais, toi aussi. Enfin les 2 ouais, se lisent, et à chaque fois il y a les paroles à noter, vraiment que le processus, d'écriture, c'est, hyper, riche. ouais. Mais comme je disais pour Hamilton, en fait, c'est ça qui est génial avec, le succès de ce que fait Lin-Manuel Miranda, c'est qu'il ça lui permet aussi de montrer tous les backstage, de montrer vraiment le Mmh. processus créatif. Lui et les personnes qui l'entourent sont tellement passionnés de ce qu'ils font qu'ils veulent partager, pas que le produit fini, quoi, ils veulent partager aussi, tous les coulisses et ça, j'adore. Moi qui suis fan de making of, Ouais. j'adore. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur l'adaptation et nos avis sur l'adaptation, on vous renvoie de In the Heights, on vous renvoie à Mmh. l'épisode qu'on lui a consacré. Là, on va pas trop en reparler, mais Non, elle est on le très cool. mettra dans les infos, enfin, je suis en train de faire le geste, pour dire en dessous, mais dans les En là, description. en description, voilà. Et donc là, c'est le moment de rewind, rewind. Parce que on l'a bien compris là dans nos présentations de In the Heights et Hamilton, il y a des mots, il y a des noms qui reviennent parce que Lynn, c'est aussi tout un groupe d'amis créatifs en fait qui l'entourent, qui sont tous plus brillants que les uns que les autres. Parce que certes, Lin-Manuel Miranda, c'est le cœur avec notamment les paroles et les idées, mais autour de lui, enfin, rien n'aurait été possible sans Tommy Kail, Chris Jackson et compagnie. Je pense surtout à Thomas Kail, donc Tommy Kail qui est vraiment, celui qui est souvent quand ils décrivent leur, relation, c'est genre, Lynn qui part dans tous les sens, qui a plein d'idées et cetera et Tommy qui est là genre, «Bon, on va mettre un peu de structure, on va donner les bornes pour que ça puisse, aboutir à quelque chose» et je pense qu'on doit beaucoup, beaucoup à Tommy Kail, parce que sans lui, je pense que ça aurait pris encore beaucoup plus de temps Ouais. à arriver, là où ça en est, quoi. Donc pourquoi on reparle de ces liens, c'est que et pourquoi on revient en arrière, c'est qu'en fait, certes, l'apogée de cette collaboration, c'est Hamilton, mais la complicité entre tout ce petit groupe, elle s'est construite dans une aventure fondatrice beaucoup moins connue, qui s'est passée en parallèle de In the Heights, Freestyle Love Supreme. Est-ce que tu avais déjà entendu parler, toi, de Freestyle Love Supreme, Charline? Je crois que j'avais lu le terme passer à un moment, mais je m'étais jamais vraiment intéressée, à ça. Eh ben, c'est passionnant et je rêverais de voir un jour un show de Freestyle Love Supreme avec Lynn ou avec d'autres, hein, peu importe, mais parce qu'on va voir que c'est quelque chose qui est repris avec plein de participants. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un show d'impro de rap freestyle. En fait, c'est vraiment un mix entre la culture du cypher qui est des groupes de rappeurs qui se retrouvent et qui font pas des battles, mais qui font du freestyle ensemble et l'impro théâtrale. Et donc c'est un concept qui naît entre 2 potes de la Wesleyan University, hein, si vous vous souvenez, c'est la fameuse université où il a rencontré pas mal de monde, Lin-Manuel. Et donc les deux qui ont cette idée au début, c'est, Anthony Veneziali, que tu as mentionné tout à l'heure, et Thomas Kail, encore lui. Et donc c'est dans le théâtre du sous-sol de la Drama Bookshop, à New York qui monte un peu cette idée, puisque c'est là aussi que Thomas Kail avait invité Lynn à les rejoindre dans leur petit groupe, donc justement à l'époque tu parlais en 2002, pour développer In the Heights justement. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on met dans la même pièce Anthony Veneziali et Lin-Manuel Miranda qui sont tous les 2 archi fans de rap freestyle et ben ils arrêtent pas de freestyler et Anthony il lance l'idée que: «Mais on devrait faire ça devant un public, ça serait trop bien». Il a fallu qu'il le répète, pas mal de fois avant que ses potes, le prennent au sérieux et disent: «OK, on va vraiment le faire» et en fait, l'objectif qu'avait Anthony Veneziali derrière cette idée, parce que c'est vraiment lui qui est au cœur de cette idée à la base, c'est en fait d'utiliser un langage qui était plutôt, non blanc, de base, donc le rap freestyle, pour attirer ce public non blanc, vers l'univers du théâtre et en particulier le théâtre d'impro qui était, et toujours, mais était encore plus à l'époque, très, très majoritairement blanc à New York, à cette époque. Quand on voit cette démarche, on comprend que, Anthony et Lynn, se sont bien entendus parce qu'ils ont vraiment
la même philosophie dans ce qu'ils font. Donc ils finissent par ramener, Chris Jackson dans le projet, qui était déjà impliqué dans In the Heights. Puis ils ramènent aussi un musicien, un beatboxer, et donc je voulais le mentionner puisque c'est Shockwave qu'on retrouve d'ailleurs dans un des morceaux de la Hamilton mixtape, Open Letter. Donc si vous voulez entendre Shockwave, et son incroyable beatbox, allez écouter Open Letter, c'est hyper impressionnant. Et à quoi ça ressemble Freestyle Love Supreme? En fait, c'est plusieurs jeux entre les freestylers et le public. Donc il y a par exemple Lynn qui freestyle et doit rebondir sur des mots random que le public lui envoie. Et donc ça, il a pas mal refait après sur des plateaux, et cetera. Donc vous pouvez le retrouver. En fait, il commence à freestyler et hop, on lui balance un mot et il doit continuer à freestyler en intégrant le mot dedans. Donc ça ressemble pas mal à pour ceux qui ont déjà vu des matchs d'impro théâtrales ou des spectacles d'impro théâtrales, c'est le même principe où c'est le public qui propose des idées et les acteurs sur scène qui doivent rebondir. Et après, il y a d'autres séquences où c'est des sessions un peu thématiques où chacun des freestylers, ils doivent, improviser une chanson sur quelque chose de personnel ou, sur une anecdote qui leur est arrivée dans la journée, enfin et franchement, pour avoir vu donc les extraits et puis pour avoir vu surtout le l'autre documentaire, effectivement, vous allez dire: «Elle a vu tous les documentaires qui est autour». C'est pas faux. C'est, We Are Freestyle Love Supreme, qui est un docu Hulu, mais je vais en reparler un peu plus tard, mais que je pense que vous pouvez réussir à trouver en ligne. Et donc on voit un peu les extraits des shows et c'est très, très impressionnant. Et donc en 2005, donc ils commencent déjà à avoir monté le show et à l'avoir fait un peu. Ils se retrouvent à partir à Édimbourg pour faire le Fringe Festival et ça aussi on le voit beaucoup dans le docu, Freestyle Love Supreme. Donc juste de voir Lin-Manuel Miranda à New York, tout gamin, non, il a 25 ans du coup à l'époque, mais C'est c'est gamin pour nous, c'est ça? ouais. Franchement, c'est drôle. En plus, maintenant, quand j'y repense, le fait que notre trip en Écosse, c'est vrai qu'elle s'est faite un petit peu en partie sur, sur la sur Hamilton en fond. Je sais pas, nos routes se sont croisées à différentes époques, quoi. À Édimbourg, c'est très drôle. Oui, que le Fringe Festival, pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival de théâtre, un très, très gros festival de théâtre qui se passe sur tout le mois d'août à Édimbourg. Et donc, ils présentent le show là-bas. Et c'est après ce moment qui est un peu le pic, hein, de cette collaboration que leurs routes commencent à se séparer avec In the Heights, hein. Tu as rappelé les dates, 2007-2008, ça y est, In the Heights, commence à vraiment monter et Veneziali, il se retrouve à partir, sur la côte ouest. Mais Freestyle Love Supreme continuera avec d'autres personnes qui sont intégrées dans l'équipe et des personnes qui vont être importantes aussi dans le développement de Hamilton à certains moments. Et il y a notamment, je ne l'ai pas mis dans les notes et je me souviens plus de son nom, mais un de ceux qui était un peu à la base aussi, après 2005 ou autour de 2005 de Freestyle Love Supreme, c'est le premier qui aurait dû jouer, Burr, Aaron Burr et finalement, il était pas dans le mood, il était pas assez sérieux, enfin il le raconte pas mal dans le docu et donc ils l'ont écarté du show mais voilà, le rôle de Burr à la base, il était pour lui. Et il y en a un autre qui rejoint l'équipe, grâce en partie à Freestyle of Supreme. C'est David Diggs qui, rencontre, le groupe à l'occasion d'une représentation de FLS, en 2013 parce que FLS s'est produit au Super Bowl, en 2013. David Diggs était là et c'est là où il a rencontré le groupe et c'est là la première fois où il a rencontré, Lin-Manuel Miranda. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé Ça a matché. embarqué dans dans Hamilton. Donc FLS, ça a fêté ses 15 ans en 2019-2020 et ils l'ont remonté en off-Broadway, puis il s'est retrouvé à Broadway, juste avant la pandémie. Bon, ça s'est arrêté évidemment pendant la pandémie, ça a été repris un petit peu après, avec toujours en incluant des personnes, de plus en plus variées, des femmes notamment qui n'avaient pas du tout à la base, mais maintenant il y a des femmes aussi dans Freestyle Love Supreme. Et donc il y a le documentaire que je mentionnais, We Are Freestyle Love Supreme, qui a été fait aussi, à l'occasion de ses 15 ans, qui est très touchant parce qu'on voit vraiment, ces histoires d'amitié, celles qui ont tenu avec, In the Heights et Hamilton, celles qui se sont éloignées pour différentes raisons et c'est très, très émouvant je trouve comme histoire. Ouais, non, c'est cool, effectivement. J'ai jamais regardé, mais ça me tente. Faudrait vraiment que je le fasse. Et je sais que tu Ouais, m'as c'est envoyé le documentaire et il faut que je le regarde et j'ai pas eu le temps.
Mais donc, faut regarder parce que comme il était sur Hulu, quand j'ai regardé en ligne, il disait qu'il était peut-être sur Prime, mais je suis pas sûre en France. Mais sinon, vous le trouvez. Enfin, si vous cherchez We Are Freestyle of Supreme Streaming, vous trouverez un lien. Oui. Peut-être pas sur Prime, mais vous trouverez un lien. Mais donc, on s'est rendu compte, après avoir surtout découvert avec Hamilton et In the Heights et compagnie, on s'est rendu compte assez rapidement, donc dans les années 2019-2020, qu'on connaissait Lynn sans le savoir, puisque on l'a mentionné avant, mais il poursuit la longue tradition des passerelles entre Broadway et Disney. Et donc, c'est un des chouchous de la Disney Company depuis quelques années. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est le terme. On en a parlé en introduction, hein, donc il y a une étroite association entre les deux. Et comme notre épisode est en collaboration avec le podcast Il était un plus, eh ben, il va vous falloir attendre quelques semaines pour l'épisode spécial d'Il était un plus, Lin-Manuel Miranda et Disney, afin de découvrir son travail dans, entre autres, Vaiana, Le Retour de Mary Poppins, ou encore le plus récent, la série Percy Jackson et les Olympias. Et Encanto, évidemment. Oui, Encanto. Mais il y en a plein d'autres, hein. On peut aussi citer, là j'ai plus d'idée, si, il rappe, parce qu'il rappe beaucoup, hein, on en a bien conscience quand même. Il fait un petit rap dans How I Met Your Mother, une petite qui est sur Disney+. Enfin, vous allez voir, on va parler de plein de choses également. C'est vrai. Je pense que ça va être un épisode aussi long que celui d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, quand on parle de comment Lin-Manuel Miranda est rentré vraiment dans peut-être plus de manière internationale je pense que Encanto, ça a beaucoup joué aussi quand même. Ouais, oui, mais enfin, oui, c'est grâce à enfin, je pense que c'est Encanto qui l'a fait vraiment se révéler, mais il y avait Vaiana avant où Oui. effectivement les Et musiques Vaiana ont... n'était pas tout seul dessus, quoi. Non, Il y il était pas tout avait seul. ouais. Encanto, il l'était, Mais ouais. on entendait sa voix, ce qui est pas le cas non, on l'entend pas Encanto? Non, on l'entend pas. Je crois pas. Mmh. Non, non. Non, c'est vrai. Et récemment, il y a aussi La Petite Sirène live où il a collaboré avec... Alan Menken, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas fait de petit aparté, mais la voix de Lin-Manuel Miranda, parce que ça, c'est tout un sujet. C'est vrai. Est-ce que c'est un bon Mais chanteur? Non, non, pas pas du vraiment. tout. Mais est-ce qu'on lui demande d'être un bon chanteur? Non. Non, mais en fait, il a un côté un peu éraillé, un peu fragile dans sa voix qui colle hyper bien avec ce qu'il chante. Je pense qu'il Mmh. il pourrait pas chanter tout et n'importe quoi, il pourrait pas interpréter tous les rôles, mais par rapport à ce qu'il chante, que ce soit par exemple le rôle d'Hamilton, ça colle. Mais effectivement, c'est pas un bon chanteur du tout, hein. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'il raconte en interview, quand il raconte un peu comment enfin, qu'est-ce qui l'a motivé à faire tout ce qu'il fait. Il disait que, justement, en voyant Rent et en voyant d'autres choses qui l'ont marqué, il s'est dit: «Bah, je veux faire ça, mais comment je fais? Parce qu'il y a aucun rôle à Broadway que je peux jouer, parce que j'ai pas le physique, j'ai Mmh. pas la voix, je viens pas du bon endroit. Donc la seule manière pour moi de me retrouver sur les planches de Broadway, c'est de créer mon propre rôle, quoi, de créer, quelque chose qui me ressemble, parce que ça n'existe pas. Le fait qu'il soit pas du tout dans les codes d'une grande star de Broadway comme on peut l'imaginer, c'était le moteur pour Mmh mh. qu'il révèle ce qu'il sait le mieux faire, qui est les paroles et les textes. Mmh, c'est clair. Donc Après, enfin, on dit qu'il chante pas très, très bien, mais ça reste quand même agréable à écouter. Je veux dire, c'est pas non plus il chante pas faux, hein, c'est pas, bah pour faire non, un non, non. parallèle douteux, c'est pas une Candice de la Star Academy, enfin, il sait chanter juste et c'est agréable à écouter. Il a une identité, vocale qui est très reconnaissable, quoi, et Ouais, c'est... ouais. Et puis il se révèle dans le rap et puis dans les flows et Oui, il a un flow hyper impressionnant, quoi. ouais. Bah, ça, on en parlera quand on parlera, dans l'épisode 10+, du retour de Mary Poppins, parce que c'est vrai que, forcément, il a rap dedans aussi. C'est sa spécialité. Tu as évoqué quand même qu'il fait une mini apparition dans la plus récente dans Percy Jackson, où là, il ne chante pas, Alors, hein, moi, il j'ai dit qu'il fait avait joué dedans, hein. C'est toi qui avais rajouté tout à l'heure mini apparition. Non, mais c'est vrai, c'est une mini apparition. Je me suis tapé toute la série pour le voir, Oh, il apparaît 10 minutes. Mais c'est pas grave, la série était pas mal. non, mais c'est vrai, On en reparlera dans c'est une autre l'épisode 10+. histoire. Non, mais tout ça pour dire que
il se diversifie, de plus en plus et depuis quelque temps et c'est plus obligatoire qu'il soit dans un projet pour apporter, du chant ou du rap et donc c'est le cas dans Percy Jackson, hein, il ne rappe pas, ne vous attendez pas à voir Hermès, rapper et c'est pas le cas non plus dans une autre, série où il a certes pas, un rôle principal mais où la promo s'est quand même beaucoup faite, sur sa participation, entre autres, hein, mais c'est, la série His Dark Material entre 2019 et 2020. Donc, c'est une adaptation télé de la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui a été produite par HBO, qui a été diffusée en France sur OCS et qui maintenant se retrouve sur Prime avec le pass Warner. 3 saisons, il apparaît pas tout le temps, il apparaît à certains moments. J'étais hypée par la série parce que enfin, je sais pas si j'étais vraiment hypée parce que cette saga, j'ai toujours eu du mal. J'ai essayé de lire les livres 2 fois et à chaque fois je cale au même endroit. Y com Entre gamine à genre à 12 ans ou à 25 ans, hein, c'est la même, hein. J'étais dit: «Bon, peut-être que la série va m'aider à aller au bout». Surtout le fait qu'il y a Lin-Manuel Miranda, peut-être que ça va encore plus, m'aider à aller au bout. Bah non, j'ai calé à la saison Au 2. même endroit? Non, non, pas au même endroit. J'ai calé avant, parce que je cale, à peu près à la moitié du 3e tome, donc on me dit: «Ah mais, tu fait le plus gros, tu pourrais aller jusqu'au bout». Bah non, j'y arrive pas. Faudrait que je réessaye une 3e fois et là, j'ai calé au début de la saison 2 parce que c'est vraiment une ambiance très, particulière, His Dark Material et donc j'ai loupé donc la plus grosse partie du rôle de Lin-Manuel Miranda, même si on le voit quand même dès la saison 1 et donc qu'est-ce qu'il joue dedans? Il joue, Liz Coresby, qui est, un des personnages un peu chouchou des lecteurs. Enfin moi je me souvenais très bien de qui était, Liz Coresby, même si j'ai lu, si j'ai pas été au bout et donc c'est lui qui a ce rôle et c'est vrai que la promo, il l'avait quand même pas mal mis en avant. Mais donc comme j'ai pas pu aller au bout, mais que je voulais quand même qu'on en parle parce que c'est quand même ça fait maintenant partie un peu de ses rôles emblématiques, même si, je pense pas que His Dark Material est aussi connu que les autres choses qu'il a fait. Donc j'ai demandé à mes amis qui sont, beaucoup plus calés et beaucoup plus fans que moi déjà des livres, qui ont tout lu plusieurs fois et qui sont allés au bout de la série, de me donner leur avis sur l'interprétation, de Lin-Manuel Miranda en Liz Coresby. Donc Liz Coresby, pour le contexte, c'est un rôle d'explorateur, qui a un dirigeable, enfin un ballon, enfin qui se déplace avec un ballon et oui, il est très cool. Il est très très chouette comme personnage. C'est un gentil, on va dire. J'ai donc les avis notamment de Corentin qui est un archi fan de la saga, qui trouve qu'il est bon, même s'il a pas un énorme temps d'écran. Pour rester vague, alors parce qu'il m'a mis des gros spoilers dans son avis, donc je les ai éliminés pour ceux qui veulent voir regarder la série, mais qu'il a notamment très bien assuré, l'émotion dans une des scènes les plus marquantes, qui était déjà une des scènes, très marquantes dans les livres et dont je me souviens et son interprétation à l'écran, a bien rendu, l'émotion et donc un mauvais acteur aurait très bien pu, foirer cette scène, hein. Je cite Corentin, donc il trouve qu'il a bien assuré pour ça et j'ai un avis un peu plus, développé de Mélanie, qui est aussi une grande, grande fan, et de Isda Material et des livres et de Lin-Manuel Miranda et qui me dit, donc je la cite: «Donc Liz Coresby, c'est vraiment mon personnage doudou, tout univers confondu, donc j'avais d'énormes attentes pour la série et j'ai beaucoup aimé la performance de Miranda. Ce n'est pas vraiment le Liz Coresby des livres, il n'a pas vraiment la même personnalité. Par exemple, dans les livres de Pullman, l'auteur écrit que Scoresby ne parle pas souvent, alors que la version de Miranda, c'est plutôt un charmeur. C'est pas vraiment le même rôle non plus, mais ça fonctionne plutôt bien dans l'ambiance générale de la série. Et surtout, le plus important, il y a une bonne alchimie avec Daphne Keane, Lyra, donc le personnage principal de la série, ce qui aurait complètement ruiné la série pour moi si ça n'avait pas été le cas. Donc c'est pas une copie de la version littéraire, mais ça m'a pas empêché de retrouver une partie de ce personnage que j'aimais tant quand j'étais enfant. Et donc effectivement, moi par contre, c'est vrai que j'avais vu aussi l'adaptation cinéma qu'il y avait eu avant, où là du coup, son rôle était interprété par Sam Elliott et si vous si vous cherchez qui est Sam Elliott, vous dites: «Ah oui non, ça n'a rien à voir avec» il est beaucoup plus vieux, Sam Elliott. Effectivement, Lin-Manuel Miranda, il est plus jeune, il a pas la grosse moustache, qui est décrite, dans les livres, mais il est cool. Effectivement, je viens d'aller googler Sam Elliott, rien à voir.
Mais moi, je l'avais vu ce film, mais je crois que j'avais pas trop accroché. Par contre, contrairement à toi, moi, j'étais vraiment une immense fan des bouquins quand j'étais enfant et je les ai lus plein de fois d'affilée. Et par contre, bon, comme j'ai une mémoire, voilà, hein, j'en ai déjà parlé, notamment une mémoire de quand j'étais petite, j'ai beaucoup de souvenirs en moins. Je ne me rappelle de rien des livres. Et pourtant, je sais que je les ai lus au moins 4 fois chacun. Donc j'ai regardé quand même la série. J'ai eu du mal à rentrer dedans et en fait, pas de chance, du coup, j'ai fait une pause en me disant: «Je reprendrai plus tard, quand je serai plus dans le mood» et c'était le moment où c'est parti d'OCS et que ça s'est mis sur le pass Warner et je n'ai pas le pass Warner, donc j'ai dû arrêter. Bon, peut-être qu'un jour, voilà, si ça revient, je sais pas où, mais si ça revient accessible, je le Quand on sera regarderai. obligé de prendre le pass Warner pour House of the Dragon. Tu crois qu'ils vont le mettre sur le pass Warner? Ah oui, non, c'est sûr, c'est HBO donc Ah bah oui. Mais alors ah ouais. Bah ouais, ce qui est triste, c'est que je vais devoir attendre que tous les épisodes soient sortis, parce que sinon tu es obligé de payer, 5 mois, quoi. moi je paierai, je t'enverrai les sous. Ah oui, parce que c'est moi qui ai Prime et Heu, tu vas sur mon Prime. Ah oui, donc si tu payes le pass Warner, je vais pouvoir voir Prime. OK! tu C'est dis: pas «Je faux. te dis pas ça, dis pas ça». Ouais, ils vont faire comme Disney+ après et Netflix, «C'est bon, on arrête le partage des comptes». Oh mais d'ailleurs, c'est horrible, anecdote, je partage toujours mon compte avec ma maman. Enfin, je paye, mais ma maman va sur mon Netflix et ça marche toujours. On n'a toujours pas compris pourquoi, ça marche toujours. Oui, Donc parce que elle est nous très ça marche contente. plus, hein, Ah on ouais, a non, dû non, nous payer en plus, ouais. ça marche encore, donc elle est enchantée, hein, voilà. Le gros problème est que il y a quelqu'un qui a mon mot de passe Netflix et qui regarde des contenus sur mon profil, parce que sur Netflix, j'ai mon profil, celui de Thibaut, mon frère et ma maman. Donc chacun va sur son profil. Et là, il y a quelqu'un en plus qui a mon mot de passe, mais comme j'ai tendance à donner mon mot de passe un peu à n'importe qui, et qui regarde des contenus sur mon profil, et donc je vois des choses apparaître en cours de visionnage, je continue à regarder ça, je suis là, mais j'ai jamais regardé ça. Et quand j'ai regardé du coup mon historique, il y a plein de trucs qui sont apparus, qui ont popé. Et du coup, des choses aussi que je voulais regarder et qui ont disparu du coup de mes suggestions. Donc c'est horrible. Donc j'ai voulu changer de mot de passe. Mais devine qui ne veut pas que je change de mot de passe. Ta maman. Bah oui, parce qu'elle a peur que du coup, elle ne puisse plus avoir accès après. Donc je suis coincée, voilà. Donc si la personne qui a mon C'est mot de trop passe bizarre. Netflix et qui regarde sur mon profil peut soit regarder sur le profil de mon frère qui regarde pas grand-chose, soit me dire tout simplement: «C'est moi que je suis au courant» avant que je avant que je change de mot de On fait un passe. appel. Il se passe un truc étrange avec Netflix et moi, mais j'arrête de digresser et on peut repartir, sur Lin-Manuel Miranda. Donc tout ça pour dire qu'il est acteur, compositeur, qu'il chante, qu'il danse. Bon, danse, oui, un peu. Un peu. C'est pas sa spécialité, mais Donc There's a million things Lynn can do. Il lui manquait encore dans sa liste réalisateur. Évidemment qui s'y est mis, mais pour pas n'importe quel sujet. On vous a donné quelques indices euh, au fur et à mesure de l'épisode. Et effectivement, on retourne les deux pieds dans l'univers de Broadway et notamment l'origine de sa vocation avec son premier film, n'est-ce pas? bien oui, il a fallu 2021, pour, avoir le premier film de Lin-Manuel Miranda, derrière la caméra et il s'agit d'une adaptation de la comédie musicale, on reste quand même dans Broadway, hein, Tic Tic Boom de Jonathan Larson, donc on en a parlé tout à l'heure. Alors le film est sorti 6 mois avant In the Heights, hein, donc en fait ça a été vraiment une année chargée pour, Lin-Manuel qui a été pas mal occupé. Après, c'était aussi à cause du Covid. Je pense qu'In the Oui, Heights, je ça pense, devait hein. sortir avant, je crois, hein. Donc ça a Peut-être, ouais, été ouais, je repoussé. pense que ça a Mm. dû être tourné avant et c'était en production, enfin. Mais bon, tout s'est un petit peu enchaîné quand même pour lui. Le film, il est sorti mondialement sur Netflix et a eu de très bons retours, même si on regarde sur Allociné, etc. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a fait quand même plutôt l'unanimité, même si on n'en a pas tant parlé que ça. Mais encore une fois, hein, c'est un peu la période des sacrifices Ouais, Covid. Je sais pas si ça a toujours été produit par Netflix ou j'ai si pas réussi à c'est. trouver. J'ai regardé, et ils ont pas dit qu'il était sorti sur Netflix à cause enfin, Hmm. c'était pas précisé nulle part, donc je ne sais pas. Côté prix, en tout cas, il a été nominé aux Golden Globes 2022 pour le Golden Globe du meilleur film musical ou comédie, et Andrew Garfield a été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur, et il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur. Et effectivement, il est excellent dans ce film.
Déjà, j'adore Andrew Garfield et en plus, bah, là, dirigé par Lin-Manuel, ça a très bien matché. À la fin du film, on voit des images de Jonathan Larson et effectivement, tu as l'impression que Andrew Garfield, c'est lui, quoi. Il s'est accaparé le rôle. C'était assez impressionnant. Moi, ça m'a reconverti Andrew Garfield parce que j'avais pas un très Ah bon a ouais? priori sur lui. Je sais pas pourquoi, c'est juste sa tête, ça me revenait pas et C'est horrible. non, non, Pourquoi mais je en t'aime vrai, je pas? pense que Ça c'était t'est non, mais je pense que c'était parce c'était à cause de Spider-Man que j'ai jamais vu. J'ai toujours pas vu son Spider-Man. Moi, j'aime beaucoup ton Spider-Man. Enfin voilà, il remplaçait Tobey Maguire et je trouvais qu'il avait une tête à claque, quand il a remplacé Tobey Maguire, parce qu'il a remplacé Tobey Maguire et j'étais restée bloquée là-dessus et et je crois que j'avais jamais rien vu d'autre, avec lui et donc là, non, par contre, Tic Tic Boom, ça m'a complètement convertie à lui et maintenant c'est un de mes je l'adore et puis Ouais, il est d'avoir vu en excellent. plus des interviews de lui, enfin, je l'aime trop. Je le trouve génial. Moi, je veux ça, une justice et je veux le troisième film de The Amazing Spider-Man avec lui maintenant. Il y a moyen de faire quelque chose maintenant qu'il est revenu et tout. Enfin, bref, c'est pas le sujet du jour. Donc de son côté, Lin-Manuel a été nominé aux Oscars 2022 pour l'Oscar du public. Alors, Je savais même pas que ça Kezako, existait. moi non plus, mais c'est nouveau, hein. Voilà, c'est nouveau, c'est la première fois que ça existait. Donc l'Oscar du public ou l'Oscar Fan Favorite en anglais, est une récompense cinématographique américaine qui est décernée par l'Academy of Motion Picture Arts and Science dans le cadre de la cérémonie donc, des Oscars. Et c'est nouveau depuis 2022, donc c'est le premier qui a gagné, c'est lui. Alors, il a été créé afin de permettre aux cinéphiles à travers le monde, mais aussi aux spectateurs, de voter pour leurs films préférés, ceux qui ne sont pas dans la sélection officielle. Et alors, pour voter, chaque personne doit se rendre sur Twitter, alors maintenant X, qui est le réseau social le plus influent aux États-Unis, et créer une publication dans laquelle il cite le nom de n'importe quel film sorti durant l'année, suivi du hashtag Oscar Fan Favorite. Il peut voter jusqu'à 20 fois, soit pour plusieurs films, soit pour le même film. Donc c'est comme ça qu'ils sont nommés et c'est celui qui a eu le plus qui gagne. Alors là, Lin-Manuel ne l'a pas remporté, c'est Zack Snyder qui lui est passé devant avec Army of the Dead. Mais en tout cas, voilà, il a été nominé, ce qui est plutôt cool. Ouais, carrément. Donc Tic Tic Boom, c'est un film biographique sur Jonathan Larson, compositeur, scénariste, réalisateur américain, connu principalement pour sa comédie musicale Rent, pour laquelle il a reçu 3 Tony Awards et un Pulitzer, mais à titre posthume, puisqu'il est décédé très jeune, à 35 ans, alors je sais plus le terme exact, mais c'était un problème au cœur et il n'a pas été opéré à temps. Et d'ailleurs, il n'a pas su que Rent a eu autant de succès puisqu'il est décédé, je crois, le jour de l'avant-première. C'est lui-même qui a écrit Tic Tic Boom, cette comédie musicale, sur sa vie, donc avant d'avoir écrit Rent. Et Lin-Manuel Miranda était, donc on l'a dit, un grand fan de Jonathan Larson et de son travail. Et afin d'adapter la comédie musicale au cinéma, lui et Steven Levenson, le scénariste du film, ont effectué un grand nombre de recherches personnelles pour être le plus juste possible, notamment en interrogeant des amis, des membres de la famille et des collègues. Donc ils ont aussi interrogé sa sœur, Julie, qui est la productrice du film, et elle les a prévenus tout de suite, surtout, n'aseptisez pas l'image de Larson, puisqu'il avait tendance justement à s'emporter lorsque son travail n'était pas comme il le souhaitait, n'était pas reçu en tout cas comme il le souhaitait, mais qui était quand même très généreux avec ses collaborateurs dans la salle de répétition, et elle voulait vraiment que on voit le positif et le négatif. Et c'est ce point de vue qui a fortement influencé le portrait de Larson dans le film, et qui, je trouve, est très bien Ouais, montré, quoi. Effectivement, on s'attache à lui, mais c'est pas aseptisé, quoi. On voit aussi ses c'est ça. défauts. C'est pas les biopics, tu sais, un peu lisses, Mm. un peu fadasse, enfin, j'en ai pas mal en tête. Non, Ouais, là, c'est tu vraiment, m'étonnes. c'est d'autant plus touchant, je trouve, de voir, Bah, c'est fait très vrai. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc on a parlé de Julie qui est productrice, donc sa sœur, bah, c'est elle qui a eu l'idée du film en voyant Lin-Manuel Miranda jouer dans la production de Tic Tic Boom, alors dans le cadre de Encore, on en parlera tout à l'heure, et elle a estimé que c'était le seul réalisateur qui était capable de le faire, et elle l'a immédiatement contacté, et lui, bah, tout de suite, il était hyper partant, quoi. Comme on l'a dit, il était fan de Larson, donc faire adapter Tic Tic Boom en film l'a tout de suite emballé. Et donc, ils ont commencé à parler du film alors qu'il était à Londres pour le tournage de Mary Poppins Returns.
Et d'ailleurs, le réalisateur du Retour de Mary Poppins, Ron Marshall, une fois le film sorti, a fait l'éloge de Tic Tic Boom, louant la qualité de sa réalisation et se disant frappé par l'authenticité, l'originalité et le caractère profondément personnel du film. C'est mieux dit que quand on essayait de dire ça fait vrai en buguant. C'est ça, on est frappé par l'authenticité et le caractère profondément personnel du film. Tout à fait. Mais aussi, effectivement, les qualités de réalisation. Non, mais c'est vrai qu'on dirait pas que c'est un premier film parce que c'est pas classique dans la mise en scène. Non. Il y a plein de trucs qui sont vachement osés et qu'on pourrait se dire qu'un réalisateur débutant n'oserait pas faire. Et là, franchement, c'est un vrai film, quoi. C'est pas. Moi, j'adore Tic Tic Boom. Je trouve vraiment trop bien. Ouais, je le trouve vraiment chouette aussi. Après, j'ai vu quelques petits making-of de In the Heights, donc qui n'étaient pas réalisés par Lin-Manuel Miranda, mais par John Chu. Attends, oui, John Chu, je dis pas de bêtises. Et on voit qu'il était aussi derrière la caméra avec lui. Enfin, on sent qu'il était déjà un peu intéressé par ça, peut-être qu'il réfléchissait déjà à voilà, moi si je réalisais un film, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Mais effectivement, il y a des partis pris, il y a de l'originalité, et le film est très très bien réalisé. Et les musiques de Jonathan Larson sont trop cool. Ouais, ouais. Moi, ma préférée, c'est la thérapie de couple, là, que je trouve incroyable avec. Non, j'allais dire. C'est pas Selena Non, c'est Gomez, c'est Vanessa. Vanessa Hudgens. Je sais pas pourquoi je les Hudgens. confonds toujours les deux. Ouais. Mais ouais. Les musiques sont superbes. I have been rehearsing all day. I have been up since 4 this morning. I have been trying to write a song for a week, and I am nowhere. I was afraid that you'd be afraid if I told you that I was afraid of intimacy. I've been telling you how unhappy I am for months. If you don't have a problem with my problem, maybe the problem's simply codependency. Everyone's unhappy in New York! That's what New York is! I was wrong too. Alors dans ce film, Lin-Manuel nous montre son amour pour Broadway, encore une fois, notamment en faisant appel à ses amis, collaborateurs et à ses héros personnels qui vont faire des caméos dans le film. Alors mention spéciale pour les scènes de l'atelier d'écriture et de la chanson Sunday dans le diner qui en sont remplies. Alors j'avais pas tout le monde, hein, mais je voyais que quand on filmait quelqu'un, je me suis dit « Ouh, il a l'air connu lui !» Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, il y a plus d'une 40aine de caméos dans le film. Donc je vais pas du tout les mentionner, mais je souhaitais quand même en citer quelques-uns et une pour montrer un petit peu voilà l'étendue des personnalités qui ont accepté aussi de faire... Parce que je trouve que c'est important de dire que voilà, c'est ces personnes-là qui sont connues dans le milieu de Broadway et accepté de faire un petit caméo dans ce film. Ça montre peut-être aussi l'intérêt qu'elle porte à Lin-Manuel Miranda et à ses projets. Ouais, je pense que c'était un combo entre Lin-Manuel Miranda qui est, je veux dire, incontournable, et puis aussi, je pense, Jonathan Larson qui est resté quand même par ce qu'il a fait avec Rent et puis par sa mort prématurée. Je pense que c'est resté quand même quelqu'un qui a marqué Broadway, quoi. Ouais, je pense aussi. Et d'ailleurs, il y a certains interprètes de Rent qui apparaissent dans la comédie, donc voilà. Lin-Manuel Miranda fait un petit caméo. Son papa fait un petit caméo. On en a parlé tout à l'heure de son papa. On a également Mark Shaiman, qui est un compositeur et parolier qui a notamment composé et coécrit les paroles de la comédie musicale Hairspray. Stephen Schwartz, parolier et compositeur qui a écrit la musique et les paroles de Wicked, mais également de films d'animation comme Pocahontas, Le Moussu de Notre-Dame ou Le Prince d'Égypte. Wicked. Wicked. Ouais, je sais pas pourquoi je veux toujours prononcer Wicked. C'est pas grave. Et en plus, je l'ai vu à New York, hein, c'est ça le pire. On a également Joel Grey, qui est connu pour avoir interprété le rôle du maître de cérémonie dans Cabaret, pour laquelle il a remporté un Oscar, ainsi que son rôle du magicien dans Wicked. On a la légendaire Chita Rivera, qui est aussi mentionnée dans In the Heights, qui est 10 fois nominée au Tony Award, 3 fois lauréate, interprète d'Anita dans West Side Story ou encore de Velma Kelly dans Chicago. Alors, c'était évident que Lin-Manuel Miranda fasse appel à Chita Rivera, puisque c'est quand même l'une des figures les plus importantes de l'histoire et de la représentation latino-américaine. Et donc c'est super chouette qu'elle soit là, et je trouve qu'elle a un charisme de dingue, cette dame. Clair. On a la voix de Stephen Sondheim, le plus grand compositeur de Broadway, j'ai pas honte à le dire, qui était un peu l'idole de Larson. Et qui est mort pas longtemps après la sortie de Tic Tic Boom, d'ailleurs. Exactement. Et du coup, on entend sa voix
dans le répondeur du téléphone. Mais c'était pas mal le mentor aussi de Ouais, Larson, donc c'est doublement émouvant, quoi. Donc c'est vrai. Et enfin, les derniers caméos dont je vais parler, et pas des moindres, il s'agit des stars d'Hamilton, Philippa Soo, Christopher Jackson et Renée Elise Goldsberry, qui était une petite surprise parce que je savais pas du tout qu'il faisait un petit clin d'œil dedans. Et... Enfin voilà, vous avez compris que ce film, c'est un petit bijou pour les fans de Broadway et c'est un début en tant que réalisateur hyper prometteur pour Lin-Manuel Miranda qui, toujours selon Rob Marshall, a su ressentir et exprimer la frustration, la passion, la lutte et le déchirement du processus créatif de Jonathan Larson et que l'on ressent dans chaque image. Et du coup, bah moi j'ai qu'une question, c'est à quand un prochain film? grave, mais oui, et j'ai trop envie. Juste pour ceux qui seraient peut-être un peu, intimidés par toutes les références à Broadway, il y a pas du tout besoin d'être, ne serait-ce que connaisseur de Broadway pour apprécier le film, quoi. C'est une histoire qui est, je trouve, hyper touchante à plein de points de vue sur la peur de l'échec, l'échec du coup, vivre, Mm. l'échec, la peur aussi, en particulier de pas réussir à atteindre ses rêves quand on arrive à un certain âge, qui est 30 ans. Oui, c'est ça. Ça peut toucher à plein de niveaux et pas forcément, que les fans de comédie musicale et les chansons sont rock, enfin c'est rock et pas, c'est pas du tout des classiques de comédie musicale non plus, à Non. part certains qui sont des références aussi, mais et donc je pense que ça peut plaire vraiment à plein de monde ce film et c'est très émouvant, ça fait pleurer, c'est très beau comme film. Il a fait un film, on aimerait bien en faire d'autres et il pourra peut-être en faire d'autres parce que Man, the The man Man is is non-stop. non-stop. Et donc, quand on continue à creuser un peu son parcours, on se rend compte que en fait, il est partout et il a collaboré à plein de shows à Broadway et surtout pendant une période particulière qui est vraiment les 7 ans de développement d'Hamilton où il avait déjà fait In the Heights, donc du coup, il était quand même, il s'était déjà fait un nom avec plusieurs Tony et cetera et donc il a fait, plein de trucs, en fait. Mais oui, et je ne savais pas du tout en fait, c'est vraiment en préparant cet épisode que j'ai découvert, tout ça. Puisque en 2011, il s'est associé pour coécrire les musiques de Bring It On, the musical, donc qui est la comédie musicale inspirée du film du même nom. Alors si comme moi, le titre anglais ne vous dit rien du tout parce que c'était un film sorti dans les années 2000, donc dans les années 2000, nous on traduisait tous les titres en France, c'est, American Girl. Je sais pas si non, je sais pas ta cam, je pense. Des équipes de Bah, du coup, cheerleaders, de pom-pom j'ai girls qui entendu parler s'affrontent, de Big mais mais pas de de American la Girl. mi-passe, mais je sais Eh pas. mais il y a quand même 6 films, hein, faut savoir, American Girl Ah 1, ouais? 2, 3, il y a 6 films. Moi Waouh! j'ai adoré, hein. Il y en a un avec, je crois que ça doit être le premier avec, ah mince, comment elle s'appelle cette actrice que j'adore, qui joue dans Virgin Suicide et dans Spider-Man, le premier. Kristen Dunst. Oui, Non, exactement. Oui, c'est c'est ça. ça. Donc elle joue dans un des American Girl. Enfin voilà, bref. Donc Bring It On, ça a également été une comédie musicale qui a été jouée à Broadway entre août et décembre 2012, avant de s'arrêter après 173 représentations, ce qui est pas énorme, hein, faut avouer. Pas ouf. Non. Une tournée nationale en 2014 a eu lieu. Une tournée au Royaume-Uni aurait dû démarrer après avoir été déjà mis en scène une première fois à Londres en 2018, mais le spectacle a été reporté en raison du Covid. Je crois que c'est plus vraiment dans les plans. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Lin-Manuel a également participé à la programmation Encore à New York. Il s'agit d'une série de concerts dédiés à l'interprétation de comédies musicales qui sont rarement entendues. Et donc il a participé 2 fois, en 2012 pour la comédie musicale qui date de 1981, Mary Lee Will Roll Along de Stephen Sondheim. Et effectivement, c'est pas celle qu'on connaît le plus de lui. Oui, et alors peut-être qu'elle a fini entre-temps. Ils viennent de la remonter à Broadway. Tu sais Ah avec qui? non. Jonathan Groff, Ah, trop bien. Daniel Radcliffe C'est pas vrai. et Mandy, comment elle s'appelle? Mandy Heu, Moore. non, non, c'est une du cast original de, In the Heights. Mandy Gonzalez? Depuis la salle de montage, correction, non, c'est pas elle. Il s'agit en réalité de Lindsay Mendes. Et elle n'était pas dans le cast original de In the Heights. Retour à l'épisode. Il s'est chanté Daniel Radcliffe. C'est pas la première fois qu'il est à Broadway. C'est déjà au moins son deuxième ou troisième ou quatrième show à Broadway. Enfin, il a fait des comédies musicales. Ouais, non, il avait déjà fait d'autres comédies musicales et oui, il s'est chanté. D'accord, et ben, écoute, je ne savais pas. Mais ça donne envie d'aller à New York parce que rien que Jonathan Groff,
Ouais, mais ce trio, mais c'était trop drôle parce qu'en fait, il l'avait sorti, en plein pendant la grève des acteurs et du coup, c'était un peu l'époque où sur les tu sais, il y avait plus aucun acteur pour venir sur les plateaux faire de la promo et tout Mmh. et du coup, c'est eux qui ont fait ils ont fait plein de promos pour cette, reprise de la comédie musicale et du coup, franchement, allez voir les interviews qu'ils ont fait tous les 3, c'est génial et notamment celui qu'ils ont fait le tu sais, les avec le détecteur de secrets là. Tu sais quand Ouais. les Le détecteur de interviews, mensonges? les détecteurs de mensonges, ouais. Bref, ils ont fait celui-là tous les 3 et c'est excellent. Je crois que c'est une des meilleures interviews que Ah j'ai vues OK, cette ah année. j'irai C'était trop, voir, trop drôle. j'irai Bref, voir. petite digression encore une fois, mais il y a un lien. Il nous manque plus qu'une collaboration entre, Lin-Manuel Miranda et Daniel Radcliffe. Sachez que Lin-Manuel Miranda est un grand fan d'Harry Potter, donc c'est pas impossible. Je pense qu'il acceptera de plus effectivement, avec Daniel Radcliffe que sur le thème Harry Potter alors qu'il est fan d'Harry Potter. Donc effectivement, pourquoi pas? Donc prochaine comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, je veux, Daniel Daniel Radcliffe Radcliffe. dedans. Toujours dans le cadre de Encore, il a en 2014 joué le rôle titre dans Tic Tic Boom! Justement. Bah vous si vous voulez aller voir aussi sur YouTube, faudra qu'on fasse un lien avec enfin, faudrait qu'on vous donne tous les liens parce que vraiment c'est super. Sur, YouTube, on peut trouver sa version de la fameuse chanson Thérapie là que j'adore, et il est excellent aussi dans cette version-là, voilà. On peut faire des playlists sur YouTube, non? Il faut un Ouais, 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 si, il y on a peut faire une moyen. playlist. On va faire une playlist. On va faire une playlist. Et alors, dernier, projet, de Broadway, voilà, que je ne connaissais pas non plus. Il s'agit de 21 Jump Street, qui est une comédie musicale de 14 minutes, Ça, je écrite l'ai vu par ça. Lin-Manuel Miranda, donc texte, musique et paroles, qui date de 2014. Donc c'est basé sur une histoire vraie qui est rapportée dans la série This American Life, et ça raconte l'histoire de Justin, un lycéen qui tombe amoureux de la nouvelle élève de son école, Naomi, et à la demande de cette dernière, il va essayer de lui acheter de la drogue dans l'espoir de l'impressionner et de l'emmener au bal du lycée. Mais les choses prennent une autre tournure lorsqu'il s'avère que Naomi est une policière infiltrée dans l'école pour dénicher justement les trafiquants de drogue. Et donc, Lin-Manuel Miranda incarne le narrateur de l'histoire et Justin est interprété par tududududum, Anthony Ramos pour sa toute première apparition, tout confondu. Voilà, et bon, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on a parlé de In the Heights, mais c'est voilà, c'était l'acteur principal de In the Heights, c'est un de mes chouchous, et il faisait partie également d'Hamilton. Je trouve que c'est un super acteur d'ailleurs, et j'ai vu qu'il joue dans un film qui passe au cinéma là dans pas longtemps. Ah! Oui, parce que alors je sais qu'il passait dans il a joué dans Transformers que je n'ai pas vu, parce que c'est pas trop ma came, voilà, Moi, je crois mais que je l'ai vu, il est pas dans la je confonds peut-être, mais je l'ai vu dans un film musical, mais il chante pas. Je crois que c'est le nouveau, Star is Born avec Lady Gaga ah bon? et je crois qu'il fait un petit rôle dedans. Ah d'accord, C'est j'ai celui-là? pas Ou un autre? Je sais plus, mais il y a un film comme ça où il fait un petit rôle. bah là, il joue un rôle principal dans Twister, qui sort au cinéma, dans pas très longtemps, il me semble. Je suis en train de live checker et c'est le 17 juillet. Ouais, c'est pas très longtemps, on a encore un peu le temps. Mais il a l'air, de jouer quand même un rôle, assez important. Alors j'ai pas trop compris, j'ai pas regardé toute la bande annonce, mais c'est un truc sur des tornades, Ah, mais si, j'ai vu la bande annonce. et c'est avec également Glenn Powell et Daisy Edgar Jones, entre autres. J'ai vu la bande annonce, mais j'ai oublié qu'il était dedans. Mais OK. ouais, le film me tente moyen, mais Bah, moi non plus, mais j'ai dit: «J'irai le voir quand même pour Anthony Ramos», mais j'ai pas fait ça pour Transformers. Alors est-ce que je ferai ça pour ça? Je ne sais pas, mais on verra. En tout cas, le retour de Lynn à Broadway, post-Hamilton était très attendu. Il a été finalement assez discret, avec un relatif échec, hein, il en faut bien de temps en temps. Il s'agit de New York, New York. oui, oui. Alors moi, j'avais suivi ça de près parce que quand j'avais appris qu'il était de retour, en tout cas collaborateur sur une comédie musicale qui allait se jouer à partir du printemps 2023, sachant que j'allais à New York pour la première fois l'été 2023 et que j'allais aller à Broadway pour la première fois, je me suis dit: «Quoi de mieux que la nouvelle comédie musicale, de Lin-Manuel Miranda?»
Eh ben non, vous spoiler, j'ai pas pu aller la voir, mais ça m'a permis d'aller découvrir, une autre comédie musicale qui est maintenant, ma comédie chouchoute, donc c'était le destin. Donc New York, New York, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une adaptation, assez libre du film musical, du même nom de 1977, donc le fameux film de Martin Scorsese avec, Liza Minnelli et Robert De Niro. Je dis fameux film, mais je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Je Mais connais bon, juste quand je les dis musiques. ça, ma mère elle fait: «Mais oui, mais bien sûr, New York, New York». Enfin voilà, bon, pas tout à fait de notre génération. Mais par contre, on connaît tous, la chanson New York, New York, hein, ta 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 da ta da. ta da Voilà. ta. Je sais le jouer au piano. Anecdote inutile. Bah, oui, non, mais c'est une musique, très, très emblématique et en fait, la musique de cette comédie musicale, elle est réalisée par le duo légendaire, John Kander et Fred Ebb. Je dis légendaire puisque outre ce méga tube New York, New York, c'est eux aussi qui sont derrière Cabaret et Chicago. Excusez du peu. Donc voilà, c'est vraiment des légendes, du musical. Fred Ebb, donc qui est le parolier du duo, il est décédé en 2004, mais John Kander est toujours, bien vivant à 96 ans et il était impliqué dans cette adaptation, sur les planches, de Broadway avec la composition de nouvelles musiques, mais il lui fallait un nouveau partenaire pour écrire les chansons et qui de mieux que Lin-Manuel Miranda, bien sûr! Donc en fait, leur collaboration, elle remonte pas à ce projet-là, mais elle remonte à 2018 avec les Hamil Drops. Et oui, puisqu'il y avait, l'avant-dernier Hamil Drops qui est sorti, c'est «Cheering for Me Now» qu'ils ont commencé ensemble, qui est une super chanson que j'aime beaucoup. So they're cheering for me now. In the streets, hear them cheering for me now. Right up Broadway, they're cheering for me now. And one day, all the enemies I've made might hold their own parade. But not today. Avec le texte, ça raconte un peu une success story, à New York et en l'occurrence, c'était avec, Hamilton en tête où il dit, «Je suis arrivé avec rien, mais j'ai réussi à me construire dans cette ville avec plein d'opportunités et en gros mes ennemis, ont fini par m'accepter et cetera et they are cheering for me now». Voilà et donc c'est donc dans un style très, John Kander, un style très, comédie musicale en fait, très New York, New York en fait. Pourquoi je vous parle de Cheering for Me Now? C'est qu'en fait cette chanson-là, c'est devenu le numéro d'ouverture de la comédie musicale, New York, New York. Donc c'est une chanson qui a été faite pour les Hamil Drops, mais qui est devenue, une chanson, pour New York, New York et d'ailleurs la promo, elle l'utilise quasiment autant que la chanson de titre, hein, New York, New York, tous les petits clips qu'il y avait, c'était, «They are cheering for me now». Donc voilà, c'était enfin moi j'aime beaucoup, hein, cette chanson. Donc c'était une production qui a été hyper ambitieuse, très coûteuse, avec une grosse mise en scène, des magnifiques décors, tout ça. Mais le succès a pas été vraiment au rendez-vous. Donc en fait, elle a ouvert en mars 2023. Les critiques ont été assez mitigées. Ils ont trouvé que c'était enfin, j'ai vu les critiques disaient que c'était assez chiant, en fait, que c'était pas ça manquait de rythme et ils ont notamment un peu pas mal critiqué les nouvelles, chansons, parce qu'ils avaient repris des chansons du film, mais ils en avaient créé des nouvelles, bah, notamment avec Lin-Manuel Miranda. Ils ont pas trouvé que c'était hyper inspiré. J'avais pris mes billets pour, début août et en fait ça a fermé fin juillet après seulement 110 représentations. Pas de chance. Voilà. Au moment où ils fermaient, ils ont quand même annoncé, une tournée US pour 2025. Bon, je pense que c'était pour dire genre: «Oui, c'est pas fini», mais bon, il y a pas de nouvelles pour l'instant. Après, ils se sont donné du temps, hein, Mmh. pour la entre une fermeture en 2023 et dire: On va partir en tournée en 2025», peut-être qu'il y a aucune nouvelle depuis donc on verra. Ouais. Mais malgré que ça ressemble quand même un peu à un flop, le show a quand même reçu 9 nominations aux Tony Awards, et ils en ont remporté un. Donc ils étaient nominés pour meilleur musical, mais ils ont remporté le Best Scenic Design. Et effectivement, pour les images que j'en ai vues, il y avait quand même, des décors assez cool, qui représentent vraiment, enfin qui évoquent plein d'images de New York. Ça avait l'air d'être quand même assez sympa.
Donc voilà, malheureusement, pas un retour très gagnant. Après peut-être que Bah, ça reste difficile quand même de percer à Broadway, hein. Il y a énormément de comédies musicales, à moins d'y aller, puis les prix sont quand même pas non plus, voilà, c'est pas accessible à tout le monde. bah, là, c'était une comédie musicale à gros budget, donc c'était Oui et des voilà, prix en du haut du plus. panier, quoi, mais Donc ça je pense que ça peut se comprendre, hein, c'est compliqué de puis percer c'est très old aussi. school, en fait. C'est très old school comme musical, parce que les chansons, bah, c'est du John Kander, donc c'est Mmh. à la Chicago, à la cabaret, c'est très cool, mais c'est dans un style qui est volontairement, un peu rétro, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'avait pu faire, Lin-Manuel Miranda jusque-là. Après voilà, il s'est fait son kiff quand même de collaborer avec John Kander, c'est quand même pas Oui. rien. Voilà, et ils sont très mignons, quand ils ont fait la promo, on les voyait tous les 2. Parce que c'est comme un très, très vieux monsieur, John Kander, mais Mmh. qui a l'air quand même encore, qui avait l'air en forme, en tout cas à ce moment-là. Ça restera quand même dans, je pense, un bon moment pour lui, même si malheureusement ça a pas percé. Et allez écouter Cheering for Me Now parce que c'est quand même très cool. Alors il nous reste, encore 2 contenus dont on a envie de parler, parce que quand on explore, tout ce qu'a fait, Lin-Manuel Miranda, on découvre aussi des projets, qui nous semblent un peu random, mais finalement peut se rendre compte qu'ils font sens, quand on voit qui il est, ses sensibilités, ses engagements, et ces 2 contenus qui sont sur Netflix tous les 2, bah, le montrent aussi, je trouve. Ouais, totalement. Alors à côté duquel j'étais complètement passée, d'ailleurs j'ai mis longtemps à réaliser qu'il existait ce truc. Je pense que j'en avais vaguement entendu parler, mais ça m'était passé un peu au-dessus. C'est Vivo, un film d'animation sur Netflix, sur lequel, bah, Lin-Manuel Miranda a écrit les chansons. Il est, producteur exécutif et apparemment aussi co-scénariste, ce que il a, enfin en tout cas il était quand même à l'origine du projet. Puisque en fait, alors pourquoi, Vivo est un peu passé, enfin je suppose que pas mal d'entre vous ne l'ont pas vu, pas même ceux qui sont fans de Lin-Manuel Miranda. Mmh. Ça fait un peu partie des films, sacrifiés du covid, et peut-être qu'il aurait plus attiré l'attention, s'il n'y avait pas eu la pandémie, qu'il aurait pu notamment sortir au cinéma. En fait, ça aurait dû être la première collaboration de Lin avec un studio d'animation avant Disney, puisque c'est un projet qui remonte à 2010 avec DreamWorks à la base. Donc juste après le succès de In the Heights, il propose, enfin voilà, il s'est fait un nom, et donc je pense que c'était déjà dans ses plans de faire de l'animation parce que c'est un fan de Disney, notamment depuis longtemps. Mais bon, DreamWorks, apparemment, c'est les premiers qui lui ont ouvert les portes, donc go. Alors finalement, c'était peut-être pas le meilleur choix puisque pas longtemps après, il y a eu une restructuration chez DreamWorks et donc ils ont abandonné le projet, qui va finalement être, racheté par, Sony, et donc c'est au moment du rachat par Sony que ça prend le nom de Vivo. Donc Lin-Manuel Miranda, comme j'ai dit, il est à l'écriture des chansons. Il est aussi du coup à l'origine de l'histoire, et il prête aussi sa voix au personnage principal, donc qui s'appelle, Vivo, et il ramène, un certain Alex Lacamoire, dans la composition des musiques. Si vous vous souvenez, c'est celui qui est derrière, In the Heights et Hamilton aussi. Et donc en 2016, Sony annonce qu'ils reprennent le projet et ils prévoient une sortie en salle en décembre 2020. Mais décembre 2020, comme vous le savez, bah, il s'est passé quelque chose, qui a fait qu'on ne pouvait pas sortir de film à ce moment-là. Donc après plusieurs reports, la sortie en salle est finalement abandonnée, et Sony, cède les droits de diffusion à Netflix, qui du coup, le diffuse, le sortent sur les plateformes en août 2021. Donc qu'est-ce que ça raconte Vivo? Ça commence à Cuba. On fait la connaissance d'un petit, kinkajou. Alors qu'est-ce que c'est qu'un kinkajou? Tu un singe. C'est pas un singe en fait, ça ressemble à un singe. Enfin, en fait, j'ai regardé, j'ai dit: «Mais c'est quoi? C'est quelle famille le kinkajou?» En fait, on sait pas. C'est un truc à part, c'est un peu à mi-chemin entre, je sais pas, un singe, un rongeur, un raton laveur, on sait pas. C'est très mignon en tout cas, et donc il y a un petit kinkajou, qui s'appelle Vivo et qui forme, un duo de musiciens de rue avec, Andrés Hernandez, qui est un vieux monsieur qu'il a recueilli alors qu'il était tout jeune, et donc ils se mettent à faire de la musique, ensemble. Et donc je veux pas vous spoiler, donc je vais pas vous raconter, certains des twists du film, mais en gros, Vivo se retrouve, à Miami avec la mission d'amener une chanson, enfin d'amener une chanson d'Andrés à son grand amour,
Et il va pour ça devoir faire équipe avec Gabi, qui est une jeune fille excentrique et débordante d'énergie. Et ils vont avoir plein d'aventures ensemble pour accomplir leur quête. Donc c'est une histoire qui est très émouvante. Voilà, petit trigger warning, attendez-vous à pleurer dès le début du film et à repleurer beaucoup à la fin. Même si entre les 2 il y a quand même beaucoup de légèreté et d'humour, hein. C'est quand même un film qui est adressé au jeune public, même si le sujet est pas évident. Voilà, et surtout le grand point fort du film, c'est ses chansons qui sont vraiment super, et avec des sonorités cubaines, latino, et en même temps un flow aussi, le flow un peu typique de Lin-Manuel Miranda, qui rappelle beaucoup In the Heights, je trouve, et qui préfigure un peu Encanto aussi, dans l'esprit. Rien que pour les chansons, ça vaut le coup. You and I, we're one of a kind. Keeping time every time. Oh, yeah. We are a part of a time on a tradition of timing and precision. You'll find us two musicians at top notch as we hopscotch the competition. The clock is ticking and ticking. I'm rocking this clave rhythm. Now watch. As people drop the Je le jaw, conseille pour une soirée, voilà, où il faut quand même préparer quelques mouchoirs. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai commencé à le regarder et c'était un peu c'est triste quand même. C'est un film qui est triste, qui est émouvant et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que j'étais pas dans un dans un bon mood et il faut que je me force à le regarder jusqu'au bout parce que le début, j'ai beaucoup aimé et effectivement, les chansons sont vraiment chouettes et je fais une annonce. Il faut que le podcast, du coup, de Elabeth, Flan, Faut l'animer, fasse un épisode sur Vivo. Voilà, il n'existe pas cet épisode, je réclame un épisode sur Vivo. Dit qu'il est triste, enfin c'est l'histoire qui est triste, mais le film en lui-même, le milieu est pas du tout triste, c'est très léger, c'est vraiment à la alors bah, du coup pas la DreamWorks parce que c'est pas DreamWorks, mais il y a vraiment un humour qui est quand même assez ravageur. Il y a notamment une séquence avec c'est quoi? C'est pas des pélicans, c'est des flamants roses ou je sais plus quoi. Enfin bref, qui est mais à mourir de rire. Voilà, il y a des passages qui sont quand même très drôles, mais effectivement le début et la fin sont tristes. Mais même si ça se finit plutôt bien. Plutôt. Alors le deuxième contenu du coup, un peu random, qu'on trouve sur Netflix, je l'ai trouvé totalement par hasard parce que même quand je lisais la biographie de Lin-Manuel, je ne l'ai pas vu ce truc et c'est en tapant Lin-Manuel Miranda sur Netflix, dans la barre de recherche que je suis tombée là-dessus. J'ai dit: «Bah, c'est quoi ce machin? Pourquoi il me propose lui?» Et donc il s'agit de We the People, Do-Re-Mi, Démocratie. Et donc c'est une petite série d'animation musicale où en fait chaque épisode est un clip, en animation qui enseigne l'instruction civique, des États-Unis en utilisant la musique et l'animation comme outil de narration pour faire dépasser les messages, donc aux adultes comme aux enfants au final. La série, elle est créée par Chris Nee et elle est produite par Barack et Michelle Obama. Donc c'était normal qu'on retrouve leur chouchou quand même. Donc chacun des 10 épisodes dure moins de 5 minutes et ils parviennent à couvrir tous les sujets, du système électoral aux impôts, en passant par le pouvoir fédéral, le pouvoir des États, etc. Alors chacun Ouais, possède le sa but, c'est vraiment chanson. encourager les gens à voter. À chaque fois, c'est la morale, genre: Oui, «Allez bah bien voter». sûr, bien sûr. Chaque clip possède sa chanson originale et son son unique avec justement des musiques différentes et avec des différents artistes, dont Lin-Manuel Miranda. Donc il en a fait un parmi les 10. Alors son épisode, hein, c'est pas le plus captivant, je l'avoue. La musique est quand même très chouette, mais l'épisode, la chanson s'appelle The Three Branches of Government, donc les trois branches du gouvernement. Et ils expliquent les mécanismes de contrôle et d'équilibre du gouvernement des États-Unis. Moi, j'ai trouvé ça vachement cool, hein. Alors, c'est enrichissant, mais moi je trouve ça un peu, pas lourd, mais c'est de la politique, quoi. Enfin, faut Ah ouais, s'intéresser. ouais, c'est à fond de la politique, mais il le rend, bon, Mais il le c'est rend oui, un peu fatigant, hein, parce que c'est un peu genre, i c'est un peu ouais. ouais, faut pas être épileptique, ça bouge dans tous les Ah sens. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, et Ah, ils rendent ça hyper, po po et tout, c'est marrant. ouais, non, non, Mmh. c'est marrant et la musique est vraiment chouette, ouais. Et donc pour ça, Lin-Manuel, Miranda s'est associé à David Diggs, co-vedette de Hamilton, enfin voilà, on en a beaucoup parlé, et de Kristen Anderson Lopez, Brittany Howard et Robert Lopez pour expliquer justement tout ça. Alors peut-être que les noms vous semblent familiers, mais il s'agit des compositeurs de La Reine des Neiges derrière cette collaboration, donc ce qui est plutôt, fun. Alors c'est un numéro très entraînant à la Lin-Manuel Miranda, donc avec un rythme rap, hip-hop, voilà. Pour ça, effectivement, il y a pas de renouveau, mais il le fait si bien que pourquoi faire autre chose?
Mais il chante très aigu dans cette chanson, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de Du coup, ça fait très, encore plus, enfin, je sais pas, c'est ouais, très ça ouais. m'a pas tant marqué que ça. Effectivement, je me suis dit: «Ah, c'est marrant, ils chantent différemment», mais j'ai pas tu vois, ça m'a pas et alors dernier point qui lui tient à cœur, pour ça enfin pour, ce clip, toute la séquence animée montre de la diversité, hein, comme il fait régulièrement et effectivement dans ce clip, le président est une femme, c'est une présidente et c'est une femme noire. Donc Ouais. il ne déroge pas à ses valeurs. Mais c non, ça m'a fait trop rire quand même. Parce qu'il y a un moment enfin, ils expliquent du coup comment, chaque branche du pouvoir se contrôlent les uns les autres et qui peut décider de quoi et quand l'un décide de quelque chose, l'autre peut mettre des garde-fous et cetera et après il y a la cour suprême avec les juges, Oui, et ça m'a fait trop rire, ces espèces de je sais pas comment les décrire, avec ces voix un peu monastiques, tu vois? Qui arrivent en mode c'est vrai. Non, c'est c'est très ça m'a marrant. fait beaucoup rire. J'ai regardé que la sienne du coup parce que j'avais pas eu le temps mais j'aimerais bien regarder les autres parce que je pense que c'est vraiment une chouette, série. Bah, moi, je n'ai regardé qu'une autre, c'est la première sur laquelle je suis tombée quand j'ai cherché, c'est celle sur les taxes, sur les impôts et D'accord. la chanson est bien, mais alors là, pour le coup, bon là, le sujet, bon, c'est très très basique quoi, genre, à quoi servent les impôts? Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a des épisodes qui sont plus pour les jeunes et d'autres plus pour les adultes peut-être, enfin tu vois? Là, Mmh. les impôts effectivement des jeunes ados, ils peuvent se demander vraiment à quoi ça sert et Oui, parce qu'ils doivent c'est cool pour entendre ça. leurs parents pas arrêter de dire: «Oh, on paye trop d'impôts, Oui, c'est ouais, ça. machin, les impôts, tout ça». Bon eh bien, on a fait le tour. Enfin, sans parler de la partie Disney, mais Ouais, c'était quand même, un beau tour. Si vous connaissiez pas du tout Lin-Manuel Miranda, bah, on espère vous avoir convaincu qu'il vaut la peine d'être connu. Et puis, bah, si vous connaissiez déjà, on espère vous avoir fait découvrir des petites pépites comme nous, on en a découvert quand on a préparé, l'épisode. Mais maintenant, comme tu nous les as un peu teasés, bah, Lin-Manuel Miranda, on en veut d'autres, on en veut plus. Qu'est-ce que tu attendrais le plus de sa part, dans les années à venir? mmh, bah, j'aurais bien envie de dire une autre comédie musicale, mais c'est vrai qu'il s'est un peu foiré sur, New York, New York. Enfin, il s'est foiré. Non, il s'est pas foiré, mais ça, Il était pas quelques tout seul, hein, oui, il était c'était pas tout pas seul son non truc. plus. C'était d'abord John Kander Ouais. qui l'a soutenu, quoi. Non, peut-être, tu vois, l'adaptation co je l'ai vraiment trouvé bien la réalisation, donc peut-être l'adaptation d'une autre comédie musicale, en film. On sait que là, va sortir cette année, Wicked. Donc je pense qu'il y a encore d'autres comédies musicales qui n'ont pas été adaptées et qui peuvent l'être. Donc peut-être je l'attendrai bien là-dessus. Moi, ça me plairait bien et puis, je le trouve chouette en acteur. Enfin, comme c'est une personne que j'aime bien, ça me donne envie de regarder des contenus parce que je sais qu'il est là. Donc voilà, des petits caméos, des petits rôles, à droite à gauche, ça me plaît bien aussi. Moi, je serais curieuse de le voir dans un rôle un peu plus, Mmh. important et un peu plus, Méchant, parce que pour l'instant, on l'a vu non, pas forcément méchant, mais, parce que pour l'instant, on le consistant. voit que dans des voilà, plus consistant avec et plus complexe, parce que pour l'instant, on le voit vraiment que dans des Mmh. tout petits rôles, en fait. Il a jamais fait de grands rôles au cinéma, bon, le plus celui avec le plus de présence, c'est peut-être, le retour de Mary Poppins, mais c'est pas un Ouais. rôle, Beh, il joue enfin, lui, en fait. Je trouve, hein, on en reparlera dans ouais. l'épisode 10+, mais je trouve que il joue lui. C'est la personne, joviale, empathique, toujours souriante, avec ce côté un petit peu mystérieux, mais effectivement, je pense qu'il a pas été cherché bien loin pour interpréter, Ouais. le personnage. Alors qu'on le voit, bah, ne serait-ce que dans In the Heights et Hamilton sur les planches, il peut quand même, jouer, des trucs plus complexes, Mmh. des choses plus dures, plus tristes, et être très enfin, apparemment dans His Dark Material, il a eu l'occasion. C'est ça. Mais bon, j'aimerais voir dans d'autres rôles et sinon, bah, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait une adaptation, live de Hamilton et avec un bon budget et du coup, j'aimerais bien qu'il soit impliqué dedans, quoi. Peut-être je sais pas s'il faut qu'il soit à la réalisation, mais j'aimerais bien voir, Mmh, ce que ça peut peut-être comme donner, In quoi. the Heights, tu vois? En Ouais, référant,
enfin, tu vois, sur scène, mais avec un réalisateur qui a un peu plus de bagages, qui a peut-être une habitude de films historiques. Bah oui, oui, c'est clair, oui, oui, donc parce que ça serait quand même un sacré enjeu, mais Mm. je pense que ça pourrait quand même bien marcher, quoi, une version live d'Hamilton, ça pourrait être cool, quoi. Bah, quand on sait surtout qu'il y a déjà eu, enfin, je veux dire, c'est une imagerie qui peut marcher, quoi, au cinéma ou en série, quoi, donc Ouais, ce ouais. serait, ce serait Ouais, bien. ça pourrait. Et après, moi, j'ai peur de la. Enfin, j'ai peur. J'adore Hamilton, donc ça me dérange pas, mais de la longueur. Parce que forcément, si c'est un film, tu es obligé de rajouter des films. Bah, il faudrait que ce soit 2 films, hein. Je sais pas. Ouais, parce que tu es obligé de rajouter des scènes quand c'est un film, tu peux pas juste enchaîner comme ça les champs. Oui, ouais, mais série, par contre, ça serait un peu trop. Non, ouais. Non, il faudrait en deux films. Mais ce qui va être étrange, c'est qu'aussi dans Hamilton, contrairement dans d'autres comédies musicales, il n'y a pas de parler. Ils chantent tout le temps. Donc Mmh. l'adapter en film, et est-ce qu'on enlève sa spécificité et qu'on met des dialogues pour que ce soit aussi moins lourd? Parce qu'en film, si tu chantes tout le temps, Ouais. ça va pas le faire. Enfin, il y aura des transitions Mmh qui mh. vont pas passer. Je sais pas. Franchement, on est en train de se projeter sur un truc qui n'a jamais été annoncé. Comme si on nous avait, confié le projet et que C'est c'était à ça. nous de le faire. Bon alors comment on fait? Non, j'aurais très, très peur, de que ça Ouais. rate, enfin que ce soit pas un projet abouti, enfin que ça ne fonctionne pas au Je pense que c'est final. pour ça qu'ils l'ont pas encore lancé, parce que Non. c'est un tellement succès que je pense qu'ils ont dû forcément se pencher sur la question, Oui, bien mais que sûr. pour l'instant, il y a rien d'assez, costaud, pour Mmh mh. l'assurer, mais après moi je serais aussi pour avoir d'autres collaborations Disney, hein, parce que j'ai trouvé qu'Encanto c'était super. Ouais, ouais, Pourquoi Encanto, pas, c'était un de mes coups de cœur, de ces dernières années, Disney. mmh. Il fait partie de mon top 10 des Disney préférés. Par contre, il faudrait vraiment qu'ils trouvent un moyen de se renouveler parce que c'est vrai que pour le coup, C'est souvent un peu la même chose. voilà, à voir. Ouais, Il peut nous surprendre, il peut nous surprendre avec de nouvelles choses. Comme il l'a fait pour Tic Tic Boom, je trouve, en tout cas. exactement. Ouais, bien, je pense qu'on arrive à quasiment 2 heures d'enregistrement, donc si tu nous rajoutes des extraits, courts extraits, pour ne pas se faire supprimer cet épisode, heu, Pitié! on va peut-être même dépasser. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés si vous avez été jusqu'au bout. Et puis voilà, on a dit qu'on faisait plus de dossiers, mais on va quand même continuer sur l'actualité puisque je pense qu'on peut déjà l'annoncer. Le prochain épisode sera un épisode vraiment d'actualité, puisqu'on va faire une review, analyse très poussée. Enfin, je dis très poussée, mais ça se trouve pas du tout, mais j'imagine qu'il sera très poussé sur Dune, enfin Dune partie 2. Donc n'hésitez pas à aller réécouter notre épisode sur Dune partie 1. On se donne rendez-vous le dernier mardi du mois de mars pour Dune 2. C'est ça. Bah, en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre Discord où, malgré qu'on ne fasse plus de zapping en épisode, on continue à les faire avec toute notre communauté qui font aussi leur zapping, sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici et à écouter, si vous ne les connaissez pas, les autres podcasts du Label et la Bête. Exactement, on mettra tout ça dans la description. Geste vers le bas. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt!